On est bien installé. Je vous souhaite la bienvenue. Et on introduire cette première journée de la quatrième édition du Colloque International de Biosphères. Je donne tout de suite parole au docteur Odile Marcelin. Mesdames et messieurs, bonjour. Prenez place. Merci. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'annoncer l'ouverture de la quatrième édition du Colloque International Biosphéres et axée sur la valorisation de la biodiversité marine. Je voudrais tout d'abord vous dire que nous dédions ce CIB4 à Romain Ferry, notre collègue, notre ami, qui était un chercheur infatigable, passionné de nos fonds marins et qui nous a quittés en décembre dernier. Je souhaite à toutes et à tous la bienvenue, vous qui êtes présents ici aujourd'hui au lycée de Bellevue, mais aussi à vous d'ici et d'ailleurs qui participez à notre colloque en distanciel. Deux belles et riches journées en perspective qui démarrent sans plus tarder avec les allocutions d'ouverture des personnalités qui nous font l'honneur de leur présence ce matin. J'annonce en premier lieu la collectivité territoriale de Martinique, qui est représentée par M. Olivier Mariven, vice-président de la commission santé et environnement. M. Mariven. Oui, bonjour à tous. Je représente aujourd'hui la collectivité territoriale. M. Letchini, qui s'excuse de ne pas être parmi un agenda très contraint ce jour-ci en fin d'année, on a dû se répartir aussi certaines tâches. Donc, je suis avec vous ce matin dans la collectivité. Très heureux d'être là. J'ai envie de vous dire que, comme ici, de parler de biodiversité marine, comme elle représente 80% de la biodiversité, pas un grand mot, bien 80%, mais aussi 80% d'inconnus. On ne connaît pas à fond la biodiversité marine de nos territoires. Alors, je remercie les travaux que font ARÉBio et Martinique Biosphères. Ça me permet aussi de rendre un hommage à M. Laurent Ferry. Il y a tous ceux qui sont ici, hein, tous ceux qui sont à l'ordre des qualités, qui font des recherches sur tout ce qui est biologie marine, de technicité. Il faut approfondir nos connaissances. Et un encouragement à nos étudiants, hein, à tous ceux qui veulent emprunter aujourd'hui cette voie-là, c'est fondamental. Je suis sûr que demain, l'avenir est dans la biotechnologie, au niveau de notre biodiversité marine. CIB encourage, investit avec tous ceux qui ont des projets autour de la biodiversité marine. C'est fondamental qu'il y ait une motivation de ces étudiants. Les gens font l'effort, les jeunes ne trouvent pas si l'effort d'aller vers ces voies-là. C'est important. L'avenir de demain, les connaissances de demain, c'est vous. Parce que je vois un public assez jeune, pas quelques anciens. Mais j'ai envie de dire aussi que on vous fait confiance, la CIB vous fait confiance. Chercheurs, enseignants, encadrants, l'avenir c'est vous. Et l'avenir de la connaissance c'est vous aussi. C'est pas plus long. Et bon colloque à tous. Merci, M. Mariven. La parole est maintenant à M. Charles Cyril, élu du syndicat mixte du parc naturel régional de Martinique. Bonjour à toutes et à tous et merci de le parc naturel régional de la Martinique, Charles Cyril, président de la commission biodiversité du parc.
Mesdames et messieurs, notre territoire bénéficie d'une diversité biologique marine remarquable que nous devons préserver et valoriser. En effet, cette biodiversité marine est menacée par de nombreuses pressions qui ont un impact sur le milieu naturel et sur les activités économiques dépendant directement de ce milieu. Que transmettons-nous à nos enfants? Comment améliorer la gestion de la ressource? Comment mieux informer le grand public sur les enjeux de préservation du patrimoine naturel marin? Comment le faire découvrir? Le Parc naturel régional de la Martinique, en tant qu'acteur de la préservation et de la valorisation du patrimoine naturel, en tant qu'acteur du développement territorial de la Martinique, intervient en collaboration avec ses partenaires sur ces problématiques sous différentes formes depuis plusieurs années et entend poursuivre ces actions. On peut citer par exemple la constitution du dossier de création de la future réserve naturelle régionale en fait Génipa, qui devrait permettre de protéger et valoriser 1200 hectares de mangroves et une partie de la baie. La cogestion avec l'ONF des mangroves affectés au conservatoire du littoral depuis 2015, soit environ 1800 hectares. La gestion de la réserve naturelle des îlets de Sainte-Anne qui accueille pour leur reproduction chaque année des milliers d'oiseaux marins. La mise en place en 2018 d'un sentier sous-marin aux Anses d'Arlet dont nous assurons l'entretien et l'édition de supports d'information. La proposition d'intervention pédagogique autour des écosystèmes marins et bien sûr la gestion de la réserve naturelle marine du pêcheur Albert Falco par la mise en œuvre du plan de gestion s'articulant autour de missions de surveillance, d'information, de suivi scientifique, d'aménagement. Pour rappel, cette réserve couvre 598 hectares, préserve des paysages sous-marins exceptionnels et une biodiversité remarquable. Cette gestion se fait en concertation avec les institutions et les usagers, que ce soit les pêcheurs, les plongeurs, les acteurs écotouristiques. Le Parc naturel régional de la Martinique collabore également avec des gestionnaires de réserves d'outre-mer et d'aires protégées de la Caraïbe afin de partager nos expériences et d'harmoniser nos protocoles de suivi scientifique, notamment sur le milieu marin. Ces actions s'intègrent aux problématiques abordées lors de ce colloque qui nous réunit aujourd'hui et nous remercions ARÉBio de leur invitation à participer à ce colloque, bien entendu. Le Parc naturel régional a ainsi souhaité apporter une contribution financière, mais également la participation d'agents à différents temps forts du colloque, une balade nautique qui aura lieu demain. Merci pour cette forte mobilisation, parce que je m'attendais à trouver, je vous avoue, vu le sujet, une salle plutôt vide. Je suis plutôt satisfait de cette présence nombreuse. Donc, je souhaite à chacun et à chacune un bon colloque, et puis gavons-nous de riches informations et partageons ensemble. Merci à tous. Merci, Monsieur Cyril. Nous entendrons maintenant le parc naturel marin de Martinique, en la personne de Monsieur François Jacaria, son vice-président, en tandem avec Madame Jessica Cruyon, chargée de mission. Merci. Le temps de laisser le souffle à François qui arrive. Bon, la présentation a disparu. Donc, le parc naturel marin de Martinique a été créé en 2017. Nous habitons tous sur une île qui est entourée par une aire marine protégée. Et donc, ce qui nous donne aussi des moyens en plus et une équipe pour essayer d'améliorer la situation. Donc, je voulais vous montrer qu'en fait, c'est sur l'ensemble de la zone économique exclusive de la Martinique. Maintenant, nous avons 2 implantations, une à Trois-Îlets, une à Texaco. Nous sommes 17. Nous travaillons autant sur le patrimoine naturel que culturel, que sur la sensibilisation. Et nous avons maintenant 2 bateaux et une équipe de police de l'environnement et de surveillance et de sensibilisation. Donc, c'est quand même des moyens en plus pour nous tous et dont nous devons nous servir. La force d'un parc naturel marin, c'est aussi de pouvoir rendre des avis conformes lors des conseils de gestion. Donc là, je voudrais vous dire l'importance de la communauté scientifique, et je pense à Romain Ferry,
je pense à Mathilde Brassy, je pense à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Je vous demande de vous impliquer dans nos conseils de gestion, dans la gouvernance, toutes les études scientifiques donc, que vous réalisez. Il faut les communiquer, il faut parler pour qu'on puisse transmettre en fait la dégradation et aussi qu'on puisse motiver et motiver l'ensemble de nos décisions, de ceux qui prennent les décisions. Donc nous avons ce devoir, cette responsabilité et nous ne pouvons pas nous taire parce que voilà, on a eu, ah ben merci, c'est gentil. Nous avons eu l'expédition Madimentos où vous verrez l'exposition. On nous a déjà dit à ce moment-là, il y a 15 ans, que tout était dégradé chez nous, que toutes les espèces étaient en petits exemplaires, qu'il y en a de moins en moins. On est aujourd'hui, cette semaine, on était en réunion IF Record sur le coraux. Vous avez vu que ça blanchit. On a 80% des communautés coralliennes de Martinique qui ont blanchi en octobre 2023. Donc, ce n'est pas le moment d'ouvrir des brèches sur les petites protections, les menues protections qu'on a réussi à mettre en place. Et je parle pour ceux d'aujourd'hui, mais je parle aussi pour ceux qui sont pas là. Albert Falco, Romain Ferry, qui est venu dans nos conseils de gestion avec ses larmes aux yeux pour nous présenter les espèces invisibles. Là, je vous montre juste cette image. C'est une espèce invisible qu'on a vue avec Madimentos. On en a plein, on les connaît pas. Comme disait Monsieur Marie-Reine, on ne connaît pas tout, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on connaît déjà est suffisant pour le préserver. Donc, ne pas ouvrir ces brèches, penser à ceux qui sont absents et aux aires marines éducatives et aux enfants qui arrivent. Je vous demande, s'il vous plaît, avant de passer la parole à François, vu que nous ne devons pas céder et que la pression est forte pour la communauté scientifique, pour les gestionnaires, pour les associations, je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever et de faire une standing ovation à ceux qui ont organisé ce colloque, aux scientifiques qui se mènent, à Juliette, à Odile, à Romain, pour qui on a fait une minute de silence l'année dernière. Là, on n'est plus aux minutes de silence, on est à l'implication de tous. Merci. Et maintenant, notre vice-président, François Jaccaria. Bonjour à tous. Les petits soucis à Rivière-Salée ont fait que j'ai pris un peu de retard. Mais je suis content d'avoir pu être là avec vous. Alors, j'ai fait un petit mot quand même par rapport au parc, donc que je vais vous lire ici. L'une des missions du parc est bien la connaissance du patrimoine marin afin de contribuer à sa protection. Le parc naturel marin est heureux d'accompagner ARÉBio ainsi que le groupe Biosphères sur ce colloque qui a le mérite, dans son format, de mettre en lien des scientifiques à la pointe de la recherche avec des associations de protection de l'environnement et la population, qui ne souhaitent plus être passives, mais bien participer et mieux comprendre l'évolution du milieu dans lequel elles baignent. Il va de soi que l'on ne peut protéger que ce que l'on connaît. Plus nous avancerons dans la recherche, plus nous serons conscients de notre impact, inévitable, sur notre environnement. Par conséquent, nous pourrons mieux conserver l'écosystème dont nous faisons partie. Feu le commandant Cousteau nous disait déjà, l'eau et l'air, les deux fluides essentiels dont dépend toute vie, sont devenus des poubelles mondiales. Il nous appartient maintenant d'observer pour connaître, connaître pour comprendre, comprendre pour agir. Agir, c'est ce verbe d'action qui caractérise Romain. Par-delà ses recherches, il a permis que la grande baie de Fort-de-France soit respectée et non dépouillée. Je me souviens de sa participation à un concours de photos sous-marines que j'avais organisé à l'époque avec l'association H2O, en bas d'ici à Texaco, sur la caille Grande Sèche, pour montrer au monde cette richesse insoupçonnée que nous avons ici en Martinique. Je me souviens de nous plonger pour conseiller des sites de mouillage pour les très grosses unités de croisière. Et enfin, je me souviens de nos collaborations pour faire prendre conscience aux jeunes Martiniquais la richesse de leur patrimoine sous-marin. Romain n'avait de cesse de montrer la beauté, mais aussi la fragilité de notre patrimoine. Ce colloque international, ici, à Fort-de-France, nous rappelle que les frontières ne sont que des lignes imaginées par l'homme. Elles ne doivent pas nous éloigner. Nous sommes sur une même terre et nos problèmes, que nous pouvons penser locaux, nécessitent une coopération internationale si nous voulons trouver une solution pérenne. Merci à ARÉBio et à Biosphères, avec cette 4e édition du CIB,
d'être le catalyseur de cette réaction 2023. Merci de votre écoute. Merci à vous. J'annonce maintenant Monsieur Raymond Alger, qui est le proviseur du lycée de Bellevue, qui nous accueille aujourd'hui et demain pour ce colloque. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, alors c'est avec un immense plaisir que le lycée de Bellevue vous accueille aujourd'hui au sein de ce colloque consacré à un sujet d'une importance cruciale et d'une beauté incomparable. Je parle de la diversité marine. Cette année, l'événement est organisé en mémoire de notre défunt collègue Romain Ferry, professeur agrégé de biochimie et de génie biologique, qui a enseigné près de 10 ans au lycée de Bellevue en brevet de technicien supérieur, analyse de biologie médicale. Nous connaissons tout le travail et les combats qu'il a pu mener avec le groupe de recherche Biosphères et ARÉBio dans la sensibilisation, la valorisation de la recherche en sciences expérimentales et en santé. Il était très impliqué dans la défense de la biodiversité végétale, marine auprès des élèves du lycée et bien entendu au niveau de sa famille disciplinaire, les sections biochimie, biotechnologie. Il a communiqué sa passion qui allait au-delà des salles de classe. Ce colloque représente une opportunité unique de lui rendre hommage et de poursuivre le travail qu'il affectionnait tant. Pouvoir réunir des scientifiques venus de très loin, des décideurs politiques, des acteurs de la société civile et des citoyens engagés pour partager des connaissances cruciales et forger des partenariats solides pour préserver la biodiversité était son rêve. De la dernière année, la seconde bimaire, alors par bimaire entendez brevet d'initiation au métier de la mer, à la seconde biotechnologie en passant par la STL puis aux sections BTS, ABM et BioAC, le lycée s'engage activement dans les programmes de sensibilisation à la biodiversité des écosystèmes locaux, à la beauté et à la richesse du patrimoine naturel marin en Martinique. La mise en œuvre de nombreux projets technologiques où les élèves peuvent acquérir des compétences en culture cellulaire, en biologie moléculaire, en génétique, leur donne un aperçu concret du rôle des biodiversités dans la société moderne et leur permet d'élaborer leurs projets d'orientation scolaire et professionnelle. Les partenariats du lycée avec le CIB, Colloque International Biospheres, offrent une formidable opportunité de développer leurs compétences scientifiques en accédant à des ressources supplémentaires, d'offrir des perspectives professionnelles et de favoriser leur engagement communautaire et citoyen. Je souhaite à tous un colloque fructueux, riche en échanges constructifs et j'ai confiance que nos efforts conjoints conduiront à des solutions innovantes pour préserver la biodiversité marine de notre pays, un trésor précieux qui mérite toute notre attention et notre protection. Je vous remercie. Merci, Monsieur Alger. Et pour terminer, je donne la parole à Madame Juliette Smith-Ravin, qui est la présidente d'ARÉBio, l'association de recherche en épidémiologie et biodiversité. Bonjour, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, chères conférencières, chers conférenciers, chères lycéennes, lycéens, étudiantes, étudiants, chers collègues, chers amis. Je vous souhaite la bienvenue au quatrième colloque international Biosphères, CIB4, sur la thématique biologie et biotechnologie marine. L'association de recherche ARÉBio, en partenariat avec le groupe de recherche Biosphères, a voulu estampiller ce colloque d'un label que nous avons dénommé LOPI, pour laboratoire ouvert, participatif et inclusif. Alors, deux mots, Biosphères s'est créé en 2009
Et c'est un groupe de recherche de l'Université des Antilles et qui comprend des enseignants-chercheurs de cette université sur le pôle Martinique. L'association ARÉBio est une association de recherche créée en 2016 qui soutient les projets de recherche de ARÉBio et aussi porte ses propres projets de recherche. Alors, j'ai parlé d'un label, l'OPI, je n'ai pas dit youpi, mais on peut associer l'OPI et youpi si vous êtes de bonne humeur, et ça vous est pas de bonne humeur, puisque nous sommes de bonne humeur aujourd'hui. Alors, l'OPI, dans ce label l'OPI, vous voyez ouverture, donc laboratoire ouvert. Donc, pour nous, l'ouverture, ça va avec le partage. Et donc, nous avons voulu partager les travaux de recherche avec des jeunes, avec des associations, avec les institutions. Donc, en fait, nous avons voulu vulgariser ce que nous connaissons. Et c'est pourquoi nous avons voulu que ce colloque se fasse au lycée de Bellevue, en mémoire effectivement à notre collègue Romain Ferry, mais pour montrer notre détermination d'aller vers les jeunes. Alors, ouverture, partage. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien partager avec vous? Eh bien, nous pouvons partager les travaux de recherche d'experts internationaux qui sont venus des États-Unis, d'Europe, de la Caraïbe et bien sûr de notre territoire de la Martinique pour montrer en fait ce qu'ils font. Alors, ces travaux de recherche vont mettre en évidence les fortes potentialités des composés marins et nous allons entendre là-dessus le professeur Bill Baker, le professeur Alexander CRAWFORD, le docteur Fabienne PRIAM et le docteur Laurent CALCUL. Il y aura aussi des travaux de recherche qui seront présentés sur la gestion et la protection des espèces et l'exemple de l'oursin violet par la doctorante Léa PIACENTINI devrait susciter notre intérêt. De même, les travaux du docteur Damien Chevalier sur les tortues marines devaient, avec un aspect assez innovant, devaient attirer notre attention. Alors, nous avons aussi des travaux qui vont être présentés sur la transformation positive de la population pour augmenter la sensibilisation vis-à-vis des problèmes environnementaux. Donc, l'expérience de l'île voisine de la Jamaïque par Chauntelle Green est très attendue. Les travaux du docteur Jean-Sébastien Guibert nous feront revisiter notre histoire par l'étude des épaves marines qu'il qualifie de prisme maritime. Ainsi, nous voyons que la thématique du CIB4, vue sous la loupe de l'OPI, permet la participation de tout un chacun qui peut apporter sa contribution et son expertise, quel que soit sur le terrain ou dans un laboratoire de recherche. Et nous disons donc fédérer dans la complémentarité. Finalement, en écrivant ces mots, je me suis demandé si ce label LOPI n'était pas en fait une réappropriation de notre identité humaine. L'émerveillement passe par le questionnement pour une meilleure compréhension. Donc, je pourrais résumer la pensée qui anime ce colloque à ces mots: observer, laissons-nous émerveiller, questionner pour mieux comprendre. Et effectivement, l'exposition itinérante en hommage à notre collègue Romain Ferry et la participation aux activités d'immersion proposées vous aideront dans cette démarche. C'est vrai, les nouvelles que nous entendons chaque jour nous interpellent et nous indiquent que le monde a besoin d'un souffle nouveau
pour relever les défis qui sont bien présents sur notre territoire. Je ne vais pas les nommer puisque ceux qui sont passés et celles qui sont passées avant moi l'ont bien dit. Donc des défis qui sont là, ce n'est pas des défis à venir, les défis sont déjà là sur notre territoire et dans le monde. C'est donc vous les jeunes, vous venez d'entrer là dans l'amphi, c'est vous les jeunes, dans les institutions, dans les associations et dans toute autre instance, ici en Martinique et dans le monde, c'est vous qui allez insuffler au monde ce nouveau souffle. Bienvenue à chacun, à chacune d'entre vous. Que le temps que nous passerons ensemble soit un nouveau départ pour vous et pour moi. Welcome to each and every one of you. May the time we will spend together be a new start for you and for me. Thank you very much. Merci Juliette, merci beaucoup. Eh bien, merci également infiniment à toutes et à tous, mesdames et messieurs, pour vos allocutions qui mettent bien en lumière, en exergue nos volontés communes d'œuvrer pour l'excellence de nos territoires. Nous allons démarrer sans plus tarder notre première session qui présente les travaux de recherche en biologie et biotechnologie marine. Et je repasse le micro au professeur Juliette Citravin, qui est la modératrice de cette session. Nous vous remercions. Oui. Donc effectivement, nous allons faire un changement au niveau de la table. Donc j'appelle pour cette session 1 le professeur Bill Baker. Le professeur Bill Baker, le docteur Fabienne PRIAM et le professeur Alexander CRAWFORD. Alors, ce sera l'ordre de passage et les questions concernant cette session seront ensemble. Sorry.
Sorry, some technical problem, but that's all right. So, okay, so Professor Bill Baker, when you are ready, just let us know. Hello? Hello? Bonjour. I would like to, of course, start off thanking Professor Smith for the invitation to visit your beautiful island. I was here for, I guess, Biosphere 3 a few years ago, and really enjoyed the company of like-minded natural products and marine biosphere aficionados, and I expect to learn a lot of your science this time, of 3 years, 2019, 4 years on. And in fact, what I want to do today is update some of the science that I told you about in 2019, and perhaps give you some ideas about how the marine ecosystem and products that are found in the marine ecosystems can be used for drug discovery, biotechnology, right? And give you my perspective as to how you can advance these products. Thus the title of my talk today, Progressing Natural Products. I will start off by apologizing for my French, which is non-existent. I am thrilled that you understand English so much better than I understand French, and I ask for your indulgence while I present my work to you in English. So with that as sort of a background, I want to tell you that my work in marine chemistry largely focuses on cold water systems, so very different than Martinique. Your beautiful warm waters. We scuba dived in last time we were here. Beautiful coral reefs. The biodiversity and the chemodiversity, the chemical content of the marine organisms are, of course, my primary interest. The differences between cold water habitats and Martinique habitats are not so great. So I will say that cold water habitats have very much rich biodiversity, just like you find in the waters of Martinique. It's rich biodiversity, like we see in these photos, that drives these organisms, sponges and corals and tunicates and the like, to produce chemical substances that are perhaps bioactive, right? So these corals and sponges are competing with one another. They can't run away from one another. They're attached to the seafloor, right? And so they often use chemicals, sometimes toxins that perhaps keep a sponge from overgrowing a coral, can be used for biotechnological purposes, can be modified to make drugs, right? And so these cold water habitats that I am so dear to, primarily because nobody else wants to work in these environments. I'm happy to, but these are the same type of environments that you have here in Martinique and that can provide materials for biotech, biodiscovery programs, and the like. And so, right, drug discovery is sort of what drives my interest, and I think perhaps drives a lot of your interest in protecting some of these coral reefs, like you're trying to do. The biodiversity that's there holds chemical diversity that can be used perhaps in developing drugs. What I show in this particular slide is a traditional big pharma picture of how drugs should be developed, and that pipeline, as it's described, is
envisioned as a 10 to 20 year investment. So if you sort of see some of the milestones here, chemical substances for development are expected perhaps in the first 6 years, right? And what I'm here to tell you is that natural products in that pipeline take themselves 10 to 20 years to get to that point in the drug development pipeline that Big Pharma normally expects to achieve in half a dozen years. That's one of the things that makes developing marine drugs or any natural product drug difficult, is because the Big Pharma and biotech models have such a accelerated timeline that those of us who want to go out in the field and collect sponges and bring them back into the lab and find bioactive substances are at a severe disadvantage. It takes time to do that. Drug discovery companies want to have lead compounds in 6 years. That's hard for us to do. That doesn't mean we shouldn't do it. This is why we need to do what we do. We need to get these compounds, these molecules from the ocean into the pipelines, fill that pipeline so that there's more of a continuum of drug discovery advancing while Big Pharma is making all its molecules in the lab, right? And trying to find better drugs that nature's already made. We know that, right? And so we want to fill the pipelines then with extracts and compounds that are advancing towards these goals. And so I'm going to give you a quick overview of a project in my lab that is advancing in that context. This is a project I talked about 4 years ago, palmarolides. These molecules, palmarolide A, illustrated here, come from a tunicate. How many of you know what tunicates are? Yeah, a few of you. Right? So these are marine invertebrates, much like sponges and corals. They're rich in chemistry. They're in terms of marine drug discovery. This is one of the things that really is predominant in providing chemical substances for advancement in drug discovery pipelines. But like sponges and corals, tunicates are attached to the seafloor. They can't run from predators, and so they make toxins like palmarolide A to compete in these environments. Palmarolide A comes from Antarctica. These are some of our divers collecting these sponges. Talking about the pipeline, right? Palmarolide A was originally discovered by my graduate student, Tushara, in 2006. And here it is, what? 2023. And it's still not a drug, right? This is the timeline. This is what it takes to advance these things. Let me tell you a little bit about palmarolides. So, as developed in collaboration with a couple of different laboratories who study anti-cancer activities, we find palmarolide A has potent activity against melanoma. Melanoma is one of those types of cancers that really needs new drugs. And so the fact that our compound has potent activity, and that's illustrated really by some of these bars in the middle. I don't expect you to read all this, right? It's a lot of little words. This is a result of 60 different cell lines of cancer that palmarolide A was tested against. And essentially what you're seeing is that lines off to the right are killing that particular cancer cell line. Lines to the left are not killing the cancer cell line. These ones that you see here are melanoma. Two things are important about that. The length of those bars suggests that it's a potent inhibitor of melanoma, and the fact that it's only hitting melanoma. You want to develop a cancer drug, you want to kill the cancer. You don't want to kill all cells. You don't want to kill the patient.
right? You just want to kill the cancer cells. And so selectivity is key to developing an anti-cancer drug. And that's what you're seeing in this data is potency and selectivity. So palmirolide A, just on the surface of it, looks like a good developmental candidate. One of the things you have to do to develop an anti-cancer drug is you have to know how it acts. We've done that. We've put it into biochemical assays against what we now know as the target of palmirolide A. It's a VATPase inhibitor. And as you see here, it's a 2 nanomolar inhibitor of VATPase. It's exquisitely potent against its biochemical target. It has nanomolar activity against these 2 melanoma cell lines. So again, potency and selectivity for the target. I don't want to spend too much time on the target, but let me just say that this target of our palmirolides is what we call a housekeeping enzyme. It regulates the number of protons that cross membranes. Basically, every cell in your body has these things. That makes it a challenge to develop as a drug, since there are so many VATPases in a human that aren't melanoma, right? And so the fact that our drug only affects melanoma suggests that there is a transport system that is effective in moving our drug to the cancer cells and not harming normal cells. We put this into mice. So these results you're seeing here are known as the hollow fiber results. There's 2 different scores here. There's an interperitoneal score. 12 doesn't mean much to you. I'll tell you a little bit more about that in just a second. Subcutaneous score, 16. Cell kill, didn't kill the cell, just killed the cancer. And the maximal tolerated dose, another very important characteristic of a drug. The mice can tolerate up to 100 milligrams per kilogram. For a nanomolar active drug, that window between tolerance and effectiveness is key. So again, I say palmirolide has good developmental potential. I'll tell you a little bit now about those scores, 12 and 16. The National Cancer Institute considers anything subcutaneous score above 8 as a developmental candidate. Palmirolide A has a score of 16. Total score NCI looks for is greater than 20. We've got a score of 28. Again, all indications. Palmirolide A is a good developmental candidate. A couple of reference points here. Taxol, vincristine, and cisplatin are all currently used anti-cancer drugs. These are their total scores, 32, 28, 22. And again, you can see palmirolide's score of 28 compares favorably with currently used anti-cancer drugs. So once again, good developmental potential. All indications are that we should move forward trying to put palmirolide A into clinical trials, advanced developmental studies. The problem being, basketball size collection of this tunicate gives us maybe 100 milligrams of the material. That's not nearly enough to advance in animal studies. We need grams. We need grams of material. The fact that this stuff comes from a cold water habitat, we can't just run off to Antarctica every weekend and collect another basketball-size colony of tunicates, right? So in order to have enough of this, and this is sort of where I think there are lessons here in Martinique. I mean, even though this is from a cold water habitat and a difficult to access habitat, if you want to develop a metabolite from a sponge collected right off your own reef here, you're still not going to want to go collect every last little bit of that sponge to isolate metabolites
to put into clinical studies, right? It's going to be environmentally damaging. You're going to hurt the ecology of that sponge. The answer to putting these metabolites into advanced drug discovery studies is not collecting from the wild. You need a better approach to develop these. One way is to find the genes that code for the metabolite of interest, the source code, as I like to call it, right? And so ultimately, has genes that code for the production of that metabolite, and those genes can be co-opted. That's exactly what we're doing with this. So with a very talented... Did I lose my... There we go. Nicole Avalon decoded the genes involved in the production of these metabolites. And my collaborator, Allison Murray, discovered that those genes are not actually present in the tunicate. They're present in a microbe that lives within the tunicate. So there's a symbiotic relationship between the microbe and the tunicate, but the microbe is what's making the anti-cancer drug. The beauty of that is then that we can take those genes and try to put them into a different microorganism that perhaps grows better in the lab. In fact, the tunicate from the microbe from the tunicate won't grow in the lab. So what we want to do is we want to take those genes. There are actually 5 different copies of these genes in the microorganism. Some of those genes make our polymerylide A, our potential drug, but there's lots of other metabolites made by those microorganisms. What we are currently doing, the current state of this project, is to put those genes into a new host. And so, again, my collaborator, Ian Blaby, at the Joint Genome Institute, is synthesizing these genes. So this is the parent biosynthetic gene cluster for polymerylide A, using this hierarchical yeast assembly. He's putting small bits of DNA together into larger bits of DNA, and ultimately into the full biosynthetic gene cluster that can then be put into microorganisms and cultivated. So that chemistry that originally comes from an Antarctic tunicate can be cultivated in the lab, producing sufficient quantities of polymerylides to drive then these next stages of drug discovery. And again, just to emphasize, we're nearly 20 years to get to this point, and we basically have the developmental, extra 10 years of development to make a drug out of this. It's a long road. I guess that's one of the messages I want to leave with you, is that, right, there are chemical riches in your oceans. The path to putting them into the clinic is a long one, and you need to enter that project understanding that it's going to take many years to reach fruition, to make a drug out of something from your oceans. It takes a while. No reason not to do it. Just have the mindset. It's going to take a while. And with that, I would acknowledge the students and collaborators and funding agencies that have helped me get to this point. And I would say I was going to invite questions, but we're holding those until after the 3 talks. Okay, thank you very much. Professor Bill Baker from Department of Chemistry du département de chimie de l'Université de la Floride du Sud, que nous avons pu nous-mêmes visiter il y a un peu plus d'1 an. Donc, nous allons laisser la place
à Fabienne. Je pense, si je regarde le programme. So I'm calling Dr. Fabienne PRIAM. Donc j'appelle Dr. Fabienne PRIAM qui va présenter donc du groupe Biosphère de l'Université des Antilles Paul Martinique. Et le titre Promising Anti-Cancer Effect of Biomolecules from Caribbean Marine Sponges. Je rappelle que nous laissons passer les interventions. Donc, vous écrivez vos réponses. Hein. Tout le monde, les jeunes, les associations, tout le monde en écrit. Et on va poser les questions à la fin des 3 interventions. Bonjour à tous. Alors, première francophone qui débute ce colloque, but if you want, I can continue in English. It's okay for you? Good. Je continue en français. Alors, aujourd'hui, donc au cours de à l'occasion de ce colloque, je vais vous présenter une partie de nos travaux de recherche, Biosphère, qui porte sur une thématique très forte, puisqu'il s'agit des effets prometteurs anti-cancer de biomolécules que nous avons pu extraire des éponges marines caraïbéennes. Alors, au cours de cette présentation, je vais donc vous exposer le contexte dans lequel nous avons réalisé ces travaux. Il s'agit du projet Biomerval. Puis, nous verrons ensemble les matériels et méthodes qui ont été mis en place pour pouvoir réaliser ces expérimentations. Je vous exposerai les résultats obtenus et les discussions. Et enfin, je terminerai par une conclusion et ouvrirai sur les perspectives d'avenir. Donc, tout d'abord, le contexte de ces travaux. Donc, ils se sont réalisés au sein d'un projet, un projet FEDER, financé donc par les fonds européens, mais également la CTM. Il s'agit donc du projet Biomerval. Mais avant de plonger, et sans faire de jeu de mots, dans le vif du sujet, il est important de rappeler que nos océans occupent les 3/4 donc de la surface terrestre, mais seulement et uniquement 20% des fonds marins ont été exploités, ont été explorés, alors qu'ils sont connus pour être les plus riches en termes de biodiversité de notre planète. Alors, c'est ainsi qu'a émergé justement cette notion de biodiversité marine qui a pris une telle ampleur qu'elle est devenue vraiment la thématique forte de nombreuses recherches internationales. Et c'est dans ce contexte que s'est inscrit donc le projet Biomerval, qui s'est focalisé donc sur les invertébrés et particulièrement les éponges qui font partie de la famille des spongiaires de la Caraïbe. Alors, pourquoi avons-nous choisi les éponges? Plusieurs raisons. La première est la suivante. Eh bien, la mer des Caraïbes est considérée comme un hotspot de biodiversité marine, où les éponges, en fait, y dominent en termes donc de biomasse et de diversité spécifique. Et vous pouvez le voir sur la petite carte que je vous ai mise, avec ce hotspot qui est délimité en rouge et qui comprend finalement toutes les Antilles. Plus de faire partie du sanctuaire AGOA, qui est un sanctuaire de protection marine dédié donc aux mammifères marins, que vous pouvez voir ici, où on voit la Guadeloupe et une bonne partie de l'océan Atlantique, la Martinique. Alors, en plus de faire partie de ce sanctuaire, les Antilles françaises seraient donc une des régions les plus riches au monde en éponges. Deuxième raison, la Martinique, et qui n'en est pas donc une des plus moindres, elle présente donc une communauté d'éponges endémiques, unique dans la Caraïbe, c'est-à-dire que vous n'allez
retrouver ces éponges nulle part ailleurs qu'en Martinique. D'où cette thématique forte sur notre biodiversité marine locale. Alors, de ce fait, la Martinique pourrait être valorisée par des travaux de recherche dans le domaine de la biotechnologie marine, et elle pourrait ainsi devenir une référence, un pilier dans le bassin caraïbéen via la production de biomolécules d'intérêt. Autre raison qui nous ont poussé donc à nous intéresser aux éponges marines, c'est plus d'un point de vue morphologique. Alors, il faut savoir que les éponges ont un squelette qui sont constitués de corpuscules, donc minéraux, que l'on appelle des spicules. Et ces spicules peuvent être soit de nature calcaire ou de nature silicieuse. Et elles jouent donc un rôle dans l'équilibre et la stabilité des écosystèmes marins. Donc les éponges sont fondamentales pour tout ce qui est épuration finalement de nos eaux, des océans tout simplement. Alors, elles constituent de ce fait des bioindicateurs qui permettent de mesurer la qualité donc des milieux aquatiques grâce à leur pouvoir de filtration. Et ce pouvoir de filtration vous est illustré sur le petit schéma que je vous présente tout juste, qui montre en fait les 3 stades de développement d'une éponge, ascon, sicon, leurron. Et vous avez donc cette particularité avec les courants marins qui passent par les ostioles, arrivent dans les tubes vibratiles, puis l'atrium et passent par les oscules. Donc cette eau qui est purifiée en sortant du coup de l'éponge. Dernière raison, qui est donc la plus importante puisqu'elle concerne nos travaux de recherche, eh bien ces éponges marines produisent des substances toxiques pour se défendre contre les prédateurs. Et ces substances auraient donc des propriétés antibiotiques, donc contre les bactéries, antivirales contre les virus, ou encore même anticancéreuses. De ce fait, ces biomolécules, en fait, seraient donc prometteuses pour le développement de médicaments naturels, donc issus de la mer. Et c'est dans cette optique que s'engouffre ce projet Biomerval, qui s'est focalisé justement sur cet aspect anti-cancer. Alors, le projet Biomerval est apparu donc suite en fait à des recherches, des travaux de recherche qui avaient déjà été menés au préalable dans un précédent projet FEDER avec le docteur justement Romain Ferry. Et ces travaux ont permis de tout d'abord sélectionner des invertébrés marins selon certains critères tels que capacité d'adaptation, de résistance aux fortes pressions du milieu environnant, ou encore effectuer donc une analyse préliminaire de ce criblage qui a donc permis de classer des espèces d'éponges à fort potentiel, de les sélectionner et de les étudier sur une base de leur profil morphogénétique et moléculaire. Et enfin, un travail de thèse portant sur ces différentes espèces d'éponges qui ont été sélectionnées a vu le jour, a pu être réalisé. Et cela a été effectué en collaboration avec des laboratoires nationaux et internationaux qui donc avaient cette expertise dans ce domaine. Alors, quels étaient les objectifs de ce projet ? Il s'agissait avant tout de caractériser et de valoriser la biodiversité des invertébrés marins de notre région. Comment avons-nous procédé ? Eh bien, tout d'abord, nous avons poursuivi donc les inventaires du milieu marin régional pour la recherche d'invertébrés d'intérêt. Puis, nous avons déterminé leur profil morphogénétique et moléculaire en vue d'une évaluation de la C'est bon. Ouais, c'est bon. Merci. Donc, en vue donc de l'évaluation de la biodisponibilité donc de ces constituants d'intérêt. Et puis enfin, nous avons mis donc en évidence ces effets biologiques de ces composants bioactifs. Il y a des tests antimicrobiens.
et des tests in vitro sur lignée tumorale. Donc, ce qui nous intéressera particulièrement sur les travaux que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont ces fameux tests in vitro sur lignée tumorale. Alors, quels sont les moyens qui ont été utilisés? Quel est le matériel et méthode qui a été donc mis en place pour pouvoir réaliser donc ces expérimentations? Alors, tout d'abord, il a fallu donc procéder bien évidemment au prélèvement donc des échantillons d'éponge et identifier ces échantillons. Alors ce travail a été réalisé par le docteur Romain Ferry et suite donc à ces prélèvements qui se sont effectués donc sur le site, je ne sais pas si vous connaissez le Fond Boucher sur la côte nord Caraïbe de la Martinique, eh bien le docteur Romain Ferry a pu prélever trois espèces d'éponges. Il s'agit d'Agelas clatrodes, Desma psama ancorata et Verongula rigida. Alors ces éponges, elles ont pu être identifiées grâce à leur aspect morphologique donc externe et à la composition de leur squelette et en particulier leurs spicules que vous pouvez visualiser ici. Donc voici ici les trois espèces d'éponges. Ce sont des échantillons qui ont été prélevés et en microscopie, on arrive à voir leurs spicules et vous voyez qu'elles ont des aspects différents. Cela nous a permis justement donc de les identifier. La deuxième étape consistait donc à extraire ces fameuses biomolécules à partir de ces éponges. Alors comment avons-nous procédé? Eh bien, tout simplement par un test de macération dans de l'eau distillée. Ça a l'air tout bête, mais c'est le cas. De toute façon, il n'y a pas X moyens. On pouvait partir sur d'autres solvants, mais celui qu'on a trouvé le plus efficace était finalement l'eau. Alors, l'éponge, l'extrait d'éponge est broyé et ensuite il est mis à macérer pendant 24 heures dans de l'eau distillée. Une fois que vous avez fait cette macération, vous passez donc au filtre et vous obtenez un extrait brut, en fait, d'éponge marine. Alors, ces extraits bruts ont été congelés à moins 20 degrés jusqu'à utilisation ultérieure. Une fois donc ces extraits d'éponge obtenus, le but était justement d'évaluer leur potentiel cytotoxique sur lignée tumorale, lignée cancéreuse, c'est-à-dire leur effet antiprolifératif de ces cellules, puisque comme vous le savez, un cancer, c'est quoi? C'est de la multiplication, de la prolifération anarchique de cellules. Donc le but de ces extraits, normalement, c'est justement soit de diminuer ou au mieux d'inhiber totalement cette prolifération cellulaire. Alors, comment avons-nous procédé? Nous avons utilisé comme test de cytotoxicité ou de viabilité cellulaire. Ce test se nomme le Cell Titer Glow Luminescent Cell Viability Assay. Et c'est un test, en fait, qui va se baser sur la détection, la quantification d'ATP que produit la cellule. L'ATP, c'est l'énergie que va produire la cellule. Donc, vous comprenez bien que si on détecte l'ATP, ça veut dire que la cellule est vivante. Si on ne détecte pas l'ATP, la cellule, elle est morte. D'accord? Donc, via ce système, on a pu donc quantifier cet ATP grâce à un luminomètre. Et ce luminomètre, en fait, va pouvoir mesurer la lumière qui est produite par l'ATP grâce au réactif qu'on va rajouter sur les cellules que l'on appelle le Cell Titer Glow Luminescent Cell Viability. Alors concrètement, comment avons-nous procédé? Donc, vous voyez les petites boîtes ici. On a mis donc nos petites cellules tumorales et on a pris 3 types de cellules tumorales, 3 types de cancers. On s'est intéressé au cancer du sein, on s'est intéressé au cancer du cerveau, le glioblastome, et on s'est intéressé au cancer du sang, la leucémie. Donc, sur ces lignées cancéreuses, on a mis nos extraits d'éponge. On les a laissés incuber pendant environ, enfin je vous dis environ, mais c'est strictement 72 heures. Et suite à cela, eh bien, on passe au luminomètre avec le réactif Cell Titer Glow pour savoir s'il y a eu émission ou pas d'ATP. Et on peut donc apprécier si les cellules
sont toujours vivantes ou pas, et si donc du coup les extraits d'éponge ont effectué eh bien ce fameux travail qu'on attend d'eux, eh bien cette diminution de la prolifération cellulaire. Alors, on a une constante sur laquelle on se base, nous scientifiques, c'est ce qu'on appelle IC50. L'IC50, c'est une concentration inhibitrice médiane qui va être la plus faible concentration d'extrait qui permettra d'inhiber de 50% la croissance des cellules. Donc, c'est sur cela qu'on se base pour pouvoir justement eh bien, apprécier ce pouvoir antiprolifératif. Alors, quels sont les résultats attendus? Est-ce que ces fameux extraits d'éponge nous ont donné finalement envie de continuer avec eux? Est-ce que finalement ce serait des traitements possibles anti-cancer? Alors, ces travaux ont été faits en partenariat avec le CRCM de Marseille, c'est le centre de cancérologie, et la plateforme Target, qui nous ont donc donné généreusement ces fameuses lignées cellulaires, ces lignées donc tumorales, et puis qui ont mis à disposition eh bien la plateforme pour réaliser ces expérimentations. Alors, je vais vous présenter tout de suite les résultats. Donc, on commence par la leucémie. On regarde donc les trois types d'éponges. Vous voyez ici Aclatrodes, V. rigida et D. ancorata. On les a donc comparés. On fait toujours un témoin positif, un contrôle positif. Et là, on a utilisé comme contrôle positif l'araxé, qui est habituellement un traitement utilisé pour lutter contre le cancer du sang. Et du coup, on s'aperçoit eh bien, que sur ces trois extraits, il y en a deux qui sortent complètement du lot, puisque si vous regardez les courbes, elles sont parlantes. Dès que vous voyez que ça chute, c'est qu'il y a une diminution de la prolifération, c'est-à-dire que l'espèce d'éponge a fait le job et a inhibé la prolifération cellulaire. Donc vous voyez que c'est le cas pour Aclatrodes, V. rigida. Par contre, regardez, D. ancorata a une activité beaucoup moins importante. Et la plus importante, c'est Aclatrodes qui sort du lot et qui a une très forte, justement, activité antiproliférative. Et si on la compare par rapport à araxé, le fameux traitement habituellement donné, chimique, eh bien, on s'aperçoit que son activité est encore plus forte que celle d'araxé. Elle agit beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement pour obtenir cet effet antiprolifératif. Concernant le cancer du sein, eh bien, on a à peu près la même typologie, toujours les deux extraits Aclatrodes et V. rigida qui sortent du lot avec cette action antiproliférative. Vous voyez que pour D. ancorata, par contre, là, c'est totale inactivité sur cette prolifération. Et puis toujours Aclatrodes qui a la plus forte ici action antiproliférative sur ces cellules du cancer du sein. Alors, on a fait donc ici une comparaison avec un autre type de médicament habituellement utilisé pour traiter ce type de cancer. Il s'agit de la doxorubicine. Et on constate ici que Aclatrodes, par contre, agit un peu moins vite par rapport à la doxorubicine. Mais vous me direz, quant à choisir entre un traitement toxique chimique et une molécule naturelle, moi, je pars sur la molécule naturelle. OK? Alors, je ne sais pas pour vous. Et enfin, donc, le dernier type donc de cancer, il s'agit du cancer du cerveau, le glioblastome. On a également le même profil, c'est-à-dire que les deux types d'éponges, eh bien, toujours présentent cette action antiproliférative, très faible pour le dernier type d'éponge et une majorité pour Aclatrodes, qui a une forte activité antiproliférative sur le cancer du cerveau. Et à comparer avec araxé, autre traitement habituellement utilisé, eh bien, on voit que la propriété antiproliférative est beaucoup plus importante par rapport à araxé. Donc, l'ensemble de ces travaux ont été menés au cours d'une thèse qui a été soutenue par le docteur Julie Piron, que
que j'ai co-encadré, pardon, et a permis donc de sortir un article qui a été d'ailleurs publié dans un journal international, PRJ. Donc en conclusion, nous avons pu montrer via ces travaux que la biodiversité marine des Caraïbes, et en l'occurrence les éponges marines, présente ses propriétés antiprolifératives, antitumorales. Là, je vous ai mis potentiel, mais c'est quasiment avéré. Sur les 3 espèces d'éponges testées, Aclatrodes et V. rigida, maintenant vous connaîtrez leur nom, je pense que je les ai suffisamment répétés, ont un effet cytotoxique potentiel sur le cancer du sein, le glioblastome et la leucémie. Alors cette forte activité pourrait s'expliquer par une synergie en fait de biomolécules, puisque n'oublions pas que nous travaillons sur des extraits bruts. On n'a pas isolé en fait une molécule au niveau de l'éponge, on a travaillé avec l'ensemble de l'échantillon. Et il faut savoir que de plus en plus les recherches tendent vers cette utilisation totale en fait de l'échantillon au lieu de se focaliser sur une molécule, tout simplement pour ouvrir le panel. Là, on ne se limite pas au cancer du sein, par exemple, on part sur le cancer du cerveau, on part sur la leucémie. Et pour terminer, donc, vous avez bien compris que le but de ces travaux, c'est surtout de pallier à l'utilisation donc de traitements chimiques souvent nocifs, toxiques, avec effets secondaires, partir donc sur des médicaments naturels, sains pour l'organisme et en plus qui nous guérit. Je vous remercie pour votre attention. Vous avez quelques photos des personnes qui ont travaillé sur ce projet, et notamment, vous l'avez, pour ceux qui le connaissaient, le docteur Romain Ferry. D'ailleurs, je veux vous inviter, avant de terminer ma présentation, à plonger avec moi parmi les éponges. Il s'agit justement d'un des films de Romain Ferry, un court extrait d'1 minute. Very good. So we are going for this first session to have last talk from Professor Alexander CRAWFORD. Alors, le professeur Alexander CRAWFORD vient de l'Institute of Orphan Drug Discovery. Alors, is that in Germany or in Norway or in the US? I will explain. So in Germany. In Germany, yeah. So he's working with this institute in a university in Germany. He's probably going to say something about it. Donc, il vient de l'université, d'un institut qui s'appelle en fait les médicaments orphelins, si vous voulez un peu traduire. D'accord? Donc, on va lui laisser la parole. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que c'était une invitée surprise que nous a proposé le professeur Bill Baker. Thank you very much. So you are a surprise guest.
Bonjour à tous. Merci Juliette et collègues pour l'invitation. Je suis désolé, je ne parle pas français. Donc, ma présentation est en anglais. Okay, so I will try to go slowly, but not to take too much time. I will tell you today along the lines of what the previous two speakers were talking about, namely drug discovery from the marine environment. I will explain how we got there, what we're using. I like to call this whole area of what we're trying to do translational biodiscovery. So biodiscovery being the more modern term, the older terms being pharmacognosy, pharmaceutical biology, natural product discovery. We like to call what we do now with a more modern term called biodiscovery. Translational meaning really taking molecules from where we find them in the natural environment all the way to a useful product, if that's a drug or a nutraceutical or functional food ingredient. Translating basically what we find in nature into something that is commercially useful and is helping improve people's lives. Let me, I'm not sure if my presentation needs to be activated. Okay. If we go back one to the title slide, yes. So, I'm wearing a few different hats. I won't take too much time to explain all of them. My main job at the moment is as founding executive of a small company called Therakill, where we are taking some of our molecules forward into the clinic. Together with Bill, I started a nonprofit. A startup nonprofit in the U.S. called the Institute for Arctic and Antarctic Biodiscovery, another one in Germany, the Institute for Orphan Drug Discovery. These are essentially like startup companies, but they are nonprofit institutes where we're trying to raise funds to do this type of work. My academic affiliation is in Norway, is primarily with the Norwegian University of Life Sciences. I'd like to introduce you to the topic or the medical area of epilepsy. And I'd like to start off with a question, and hopefully enough of you understand the English. How many of you know someone with epilepsy? See? Quite a few. Quite a few. It's a very common a very common ailment in the population. About 1% of all people have epilepsy. And the problem is that 1/3 of these patients do not respond to any of the very many existing epilepsy drugs. And in most countries, there are over 25 of them approved for use. And in the case of childhood epilepsy syndromes, about 90% of those patients are resistant to all the existing drugs. So, the reason why this is actually critically important is that epileptic seizures can be dangerous. There's something called SUDEP, sudden death in epilepsy. And for example, in the case of a common rare disease, which is kind of a misnomer, about 20% of Dravet patients die by the age of 20 due to epileptic seizures. So we need new drugs. And the problem with the existing drugs, even though there are so many, is that they work through only a limited number of different mechanisms: GABA, glutamate, calcium, and sodium. And so, in order to treat all these other patients, which is about over 20 million people worldwide that have drug-resistant epilepsy, it's a very big patient population. We need new drugs that work in different ways. And one of the best ways to find that, I'm convinced, is to look in nature, natural products. So small molecules made by plants, fungi, microorganisms, marine organisms, basically small molecules that exist in nature have evolved, or one should better say the enzymes that make them have evolved over millions or hundreds of millions of years to create
functional small molecules. They have a function, right? And the question is, can we find those molecules that have a function in nature? Can we use that function in a different way in the human body? And so our initial focus was on medicinal plants used by traditional healers for the treatment of epilepsy. And I will explain a little bit more how we started in this direction and how we're continuing and moving from there into the marine environment. But our main interest in looking in this area was starting with a biological assay, a bioassay, where we can see anti-epileptic activity of these molecules. And so just working in vitro, so with cells in a tissue culture, just doesn't. That's very good for cancer and a few other diseases, but for epilepsy, which relies on brain activity, we need something more. So we need an animal. And people often ask, well, why don't you do everything in mice? Mice are bigger, more expensive, and need quite a bit more administrative paperwork to do an experiment. So if we were to screen 100 different things in mice, it would take much, much longer. It would take years to do. And in zebrafish, we can do that in a few weeks. Well, there are also others. So what you see here are, on the lower left, that's a C. elegans. It's a nematode, a Drosophila up in the upper right. And I'd like to focus, in this case, on the zebrafish, which is, as you probably know, a vertebrate. And we work with the embryos and the larvae. So the main advantages of zebrafish is that because we work with the embryos and larvae, these are microscopically small. They're only a few millimeters in length. You can see here in the middle some 5-day-old zebrafish larvae here next to the paperclip, so you have an idea how big they are. That's about the age that we work with for our epilepsy assays. At this age, they have a functional brain. They have behavior. They are starting to feed, and they swim around. So you have a brain that is capable of experiencing epilepsy. And many years ago, I got really interested in the idea of simply screening small molecules directly in fish. I was not the first with this idea. Many years before, back in 1957, some folks at the Oklahoma Medical Research Foundation had the idea of using zebrafish embryos to screen small molecules, including some natural products. Many years later, we came up with the concept of trying to use zebrafish as a bioassay platform to do natural product discovery, and for that we need to be able to use the embryos and larvae as a bioassay to screen complex extracts, and that's a challenge, and then to use it as a bioassay for what's called bioassay guided fractionation. So when you have an active extract, dividing it up through chromatography or other methods, getting fractions and testing those. So the smaller and more relevant your assay is, the better. So we published this back in 2008, and then spent many years in between trying to refine this further. And in the highly esteemed journal Macedonian Pharmaceutical Bulletin, I wrote a small review last year as part of kind of a mini review that summarizes our progress, and I'm happy to share this if any of you are interested. So just to show how we are doing this. So these are the three main assays. So basically, I mentioned before, zebrafish are very small. This is a 5-day-old, or actually in this case a 7-day-old larvae in the single well of a 96-well plate, for those of you who are familiar with multi-well plates. Swimming around, and in this case, actually experiencing an epileptic seizure. These are seizure-like behaviors here. These can be quantified with an automated video tracking system that can handle all 96 wells at once. So this is a semi-high throughput, certainly for in vivo standards, type of screening assay, and this is what we generally use. And we can generate these epileptic seizures either pharmacologically or genetically. And so basically, genes that, when mutated in humans, give rise to epilepsy syndromes. When we mutate those same genes in the zebrafish, they also get epilepsy.
chemicals that cause epileptic seizures in humans or rodents. When we put them onto zebrafish, they also cause epileptic seizures there. So we can look at that behaviorally, and we can also look at that electrophysiologically. So using the equivalent of EEG in humans, it's called LFP, local field potential recordings in zebrafish, put a single channel into the brain or on top of the head to measure electrical activity in the brain. And then a slightly fancier method is we can have transgenic zebrafish expressing calcium indicators, GCAMP, and we can look at the activity of all neurons in the brain in real time. So using this platform, we set out to screen medicinal plants used in different parts of the world to treat epilepsy, used by traditional healers. One of the first ones was pea eggplant used in the Philippines. It's actually also an ingredient in Thai yellow curry. And it's used, this plant is used in the Philippines to treat epilepsy. And there was limited knowledge of the phytochemistry, so working together with Jean-Luc Wolfander at the University of Geneva, first of all, we obtained the plant extract, and we just added the plant extract in different concentrations here to the zebrafish. The gray bar is the amount of movement during seizures. The white bar is the control without any seizures. So increasing concentrations of the crude extract caused an anti-epileptic or anti-seizure activity here. And when we then did a microfractionation of this extract into about 200 different fractions, many of them with already pure compounds, we were able to identify these molecules, these spirostain glycosides, as being responsible for the activity. And some of you may, or maybe not, recognize the A-glycan, the main molecule, as being very similar to a drug called ganaxolone, which was approved just last year for the treatment of epilepsy. So keep in mind here, this traditional treatment for epilepsy was probably already being used 400, 500 or more years ago in the Philippines. So that's how some of these ethnobotanical medicines go back even thousands of years. And it turns out then that these healers knew what they were doing at a time point where in Europe the main treatment for epilepsy was exorcism. And so basically there's a real rationale for the use of this plant extract for the treatment of epilepsy. And we've had a few others. I don't have time to go through them all. Another interesting story was working together with neurologists from the Republic of the Congo. And there they had a plant, Indigofera recta, known there as cachalosa, which is one of several plants used in a decoction in the island of Ijwi for the treatment of epilepsy. After much effort, we pulled out the active compound there, which was indirubin, which is a known inhibitor of a kinase called GSK3. So that opened up a new door for a new target for epilepsy. So just summarizing the whole approach here, at least in the area of plants. So the idea is that we start with data mining. So we have identified over 600 plants in different scientific publications and pharmacopoeia, international pharmacopoeia, that are being mentioned as used for the treatment of epilepsy. We've been working together with many local collaborators to do bioprospecting, to go out and collect those plants. And there's some knowledge there. You have to collect them at the right time point in the right places for them to have the right compounds for activity. To make extracts of those and to screen those. I'm highlighting here one more story, which is one that we've taken forward, and these were in Eastern Africa, especially in Tanzania. There are different plants used to treat epilepsy, and surprisingly, one of them is the leaves of turmeric. Turmeric not necessarily being a native plant to Africa, but being brought there probably many hundreds of years ago as part of trade with India. But it's used by some tribes in Tanzania for the treatment of epilepsy. And we isolated some molecules from the turmeric plant that are not curcumin, so-called tumerons.
And we found those to be very active using our zebrafish platform, and we have been taking those forward. Once we have an interesting activity in zebrafish, we then test them in mouse models of epilepsy. We found these turmerons to be very active in different mouse models of epilepsy. That's the reason we created the company Theracule, which is basically pushing forward the first, what we hope to be the first FDA-approved drug from turmeric, which will then be targeting drug-resistant epilepsy. We expect to be starting a phase 1 clinical trial, and this is after now a few years of preclinical development. We expect to be starting a phase 1 clinical trial next year, and soon after that, once we have that data, to be able to then collaborate with one of the leading epileptologists in the US at NYU, same fellow who did the clinical trials for cannabidiol, which has now been on the market for 2 or 3 years. So now, finally turning to the marine environment, we've been using the same platform, zebrafish platform, to look at neuroactive molecules from the oceans. A few years ago, we had a big project in Europe called Pharmacy, and that's how I got to meet Beal in the first place, because he was one of our scientific advisory board members. Thank you, Bill. And so this was led by Marcel Jaspers at the University of Aberdeen, and where I was at the University of Leuven in Belgium, we were the coordinators, so we did all the administrative and financial work, but then we also had the zebrafish platform there, where we screened thousands of extracts, mainly from marine microorganisms, first using, I don't have time to get into it, a behavioral fingerprinting assay to identify general neuroactivity, and a surprising number of marine extracts are neuroactive, and that's an interesting finding, an overwhelming finding, so we have to sift through that. But basically everything that was active in the fingerprinting assay we put into this epilepsy, the seizure assays in zebrafish. And we came up with a whole host of hits. Some of those were almost trivial. For example, we found inosine from a diatom sample from the Mediterranean. But then, more interestingly, from a fungus in the North Sea, we found these isoquinoline alkaloids, and these are now advancing through different mouse models slowly towards the clinic. And one of the more exciting collaborations I have is indeed with Bill and Bill's lab. Here you see the part of his team, I guess somewhere there in Florida. And his focus, as you've heard, is on marine invertebrates, so sponges, soft corals, anemones, sea hares, and he's been collecting throughout the world. We've put out one small paper so far looking at some so-called australindolones from one of these Antarctic tunicates, and this is not epileptic activity. We can also use the zebrafish to look at different effects on early development, which can tell us different things about potential pathways. But more recently, we have found some interesting epileptic activity from another Antarctic sponge, and we are very excited about that, and we'll be hopefully moving that forward into mice at some point next year. Just thank you, and yeah, thank you again. Merci. So thank you very much, Professor Bill Baker. Thank you very much, Dr. Fabienne, and thank you very much, Dr. Professor Alexander CRAWFORD. Donc maintenant, ce sont les questions. Donc vous pouvez poser vos questions. Donc nous avons à peu près une vingtaine de minutes où vous pouvez poser vos questions. Donc, alors, il devrait y avoir quelqu'un qui passe dans la salle avec un micro. Alors, première question que je pourrais poser à Professeur Bill Baker. Professor Bill Baker, so about the work you have been doing, so you say we have actually to take nearly 30 years. That's a long time
to get a good result with compounds that can be efficient for medicine or any application. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque nous avons entendu, en fait, le professeur Bill Baker, il a vraiment insisté sur le fait qu'il faut attendre très longtemps pour avoir, en fait, un composé effectif, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire la recherche, mais il faut attendre très longtemps. So what I want to know is that when actually the final compound you have been talking, PAL A, do you have to modify it? Do you have to modify its chemical profile for him to be more efficient? Donc la question que j'ai posée, c'est que le composé qu'il a trouvé au niveau naturel, est-ce qu'à la fin, il va le modifier par un processus chimique pour pouvoir l'utiliser de façon efficace dans le cas de maladie? So, right, excellent question. As you might imagine, there are synthetic chemists who have made palmarolide with the idea of not going back to Antarctica to collect it, but making it in the laboratory and perhaps making derivatives that maybe were more useful. The synthesis hasn't been very successful. It's a complicated molecule, so it's not something that is practical. What might be practical is this synthetic biology approach, where we synthesize the genes, put it into a different microorganism, produce it in the lab. We can knock out some of those genes, which will change the structure. That will provide, the beauty of that is it provides composition of matter protection, because knocking out genes to make a molecule makes molecules that nature doesn't make, and those are patentable. Compounds that nature makes are not patentable. So there's actually benefit to making these derivatives, but of course they have to be bioactive. So you have to, right, you add another multiple years to this process by taking that approach, but it's a potentially more useful approach. Okay, so ce qu'il a dit, c'est que c'est pas facile de faire des dérivés chimiques, puisque ça demande aussi un processus de synthèse. Donc, il y a une autre approche qu'ils abordent, enfin qu'il a expliqué dans une approche génétique à partir du gène. Et cette approche va permettre, enfin je résumais, va permettre d'avoir de nouvelles molécules avec de nouveaux profils et qui sera brevetable. Parce que c'est ça. Donc, you are with chemical companies. Donc, brevetable parce que les molécules qui viennent de la nature ne sont pas brevetables. Donc, il y a quand même, vous voyez, un souci avec, enfin un souci, mais les produits, les industries pharmaceutiques. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle? Ah ben, il y a une question par ici. Ah, d'accord. Bonjour à tous, je suis Yannick Exili, je suis professeur de SVT au lycée Paulette Nardal à Ducos et je travaille avec un groupe de professeurs de différentes disciplines sur la problématique de la chlordécone. On essaye d'agir et de sensibiliser les professeurs, enfin tous les acteurs de l'éducation nationale pour pouvoir aider les élèves à se prémunir, à éviter toute nouvelle contamination. Et donc, du coup, ma question se tourne vers le docteur Fabienne PRIAM. Avez-vous envisagé l'utilisation de biomolécules pour traiter justement le cancer de la prostate, qui est l'un des cancers qui touche nos deux populations, martiniquaises et guadeloupéennes? Alors, merci pour cette question. C'est vrai que l'aspect donc anti-cancer n'a pas été vu sur ces diapos. Anti-cancer de la prostate, pardon. Ce sont des travaux préliminaires.
Là, on débute sur effectivement les biomolécules extraites des éponges marines, mais je rebondis quand même sur cette question puisque j'ai la casquette biologiste cellulaire donc pour le milieu marin, mais aussi pour le milieu terrestre. Et en cette qualité, j'ai également regardé le cancer du prostate, mais via donc des micronutriments que nous avons pu extraire donc de la goyave rose. Donc on s'éloigne un peu du sujet, mais pour rentrer dans le vif de votre question, et effectivement, on s'est rendu compte que via le lycopène et puis une synergie, encore, j'aime bien le dire, hein, une synergie donc de molécules que l'on a dans cette dans ce fruit tropical, eh bien, on a pu montrer eh bien une action très forte antiproliférative du cancer de la prostate. Alors, pour revenir au milieu marin, comme je vous ai dit, ce sont des travaux préliminaires qui vont se poursuivre. Donc, il est vrai que ce sont des dons généreux, comme je vous l'ai dit, du Centre de cancérologie de Marseille pour les lignées qu'on a pu avoir. Donc, c'était déjà pas mal de partir sur ces lignées-là. On va demander encore. De toute façon, le but, c'est d'élargir et de toucher un panel de cancers pour pouvoir justement remédier à ce fléau qui nous touche, et notamment le cancer de la prostate qui a une incidence très forte ici aux Antilles. D'accord, donc nous poursuivons nos questions. Thank you. I'm Dominic Buff. I'm a researcher. I have a question for Bill Baker. So you are saying that you isolate the chemical compound from the nature, but how are you linking that with the genes? And so this is the first part of the question. And the second one is, how are you identifying the organisms that produce this compound, and of course, that have the gene? Right. Yeah, no, so the beauty of many of these natural products is their pathways are fairly well understood. They're biosynthetic pathways, so the enzymes that are involved in the various steps. And after how long have we been doing this? Maybe 10 years. We can recognize the genes that code for those enzymes. These genes, thankfully, are clustered. And so if we can find one, we can scan up, scan down, and we can assemble, essentially, the individual genes that make the individual enzymes that do the steps in the biosynthesis. So it builds on some, like I say, 10 years of prior research in studying the genes responsible for the production of the enzymes. Okay, but it is in case when you know the molecules. Yeah. And if the molecules is well known, in fact. Right. So, but do you have a way to link the genes with a completely unknown molecule? That's harder. We're getting there, right? So there's a lot of predictability now, although there are still some structure. Yeah. Okay. Yeah. I wouldn't say that 100%. You can find a biosynthetic gene cluster and accurately know its product, but we're getting close. In another few years, we'll be doing that. We'll be mining the genes instead of the products. Okay, thank you so much. Yep. Excusez-moi, j'ai une question qui est posée via le net, parce que on a la chance d'avoir le colloque en distanciel. Et donc, Madame Bertol nous a fait un message et souhaite poser une question au docteur PRIAM. Elle dit « Je remercie Madame PRIAM pour sa présentation limpide et encourageante, qu'aux perspectives pour ses recherches. Je me demande si, au regard de tels résultats, on envisage d'utiliser les éponges. Je m'interroge alors sur la dimension globale. Si, comme je le suppose, ces molécules sont produites par les éponges pour leur défense, équivalent à notre système immunitaire, ce qui m'inquiète, c'est la dispersion sur Terre de ces molécules de défense des éponges marines, et donc à terme de reproduire un schéma équivalent à la résistance des bactéries
aux antibiotiques et ainsi affaiblir les éponges et le reste du milieu marin. Et bien sûr, le potentiel pillage prévisible du milieu marin m'inquiète aussi. Quelle est donc la position de la recherche fondamentale par rapport à l'approche globale des équilibres des écosystèmes liés terrestres et marins? Vaste question. Je n'ai pas envie de répondre. Alors, il faut tout d'abord savoir que moi, j'ai la casquette de biologiste cellulaire, pas de biologiste marin. Alors, me concernant, il est clair que donc les éponges utilisent ces substances pour se défendre. Ces substances ne sont produites que lors d'attaques, en fait. Donc, ce n'est pas tout le temps que ces substances sont produites. Donc, la dissémination un peu anarchique, comme le dit la dame, ça ne va pas se produire de toute façon. Donc, qu'on se rassure, je pense, sur cet écosystème marin qui n'en demeurera pas moins sain par rapport à ces substances. Alors ensuite, il est vrai qu'avec tout ce qui est bouleversement climatique, eh bien, ce milieu a tendance à être perturbé. C'est là effectivement que se pose cette problématique peut-être à laquelle elle pense. Il est vrai que tout ce qui est réchauffement climatique fait que justement il y a le réchauffement des eaux, il y a une augmentation de l'acidification du milieu, ce qui perturbe complètement les habitats, que ce soit au niveau de la faune que de la flore. Mais mon champ en fait d'investigation dans ce milieu s'arrête là. Je ne suis pas non plus professionnelle, mais il est clair que si effectivement on ne renverse pas un peu la tendance et on ne prend pas conscience de ce qui se passe, et c'est tout d'ailleurs le thème de ce colloque, préserver, sensibiliser, eh bien oui, on peut partir peut-être vers ce scénario catastrophe dont parle la dame, mais moi je pense qu'à l'heure actuelle, on est suffisamment avertis, bon, on ne sera jamais assez, mais les personnes commencent à prendre conscience de ce qui se passe et le terme de protection leur parle beaucoup plus d'éco-responsabilité. Donc je pense que l'espoir est là et puis de toute façon l'avenir nous le dira. Merci. D'accord. Alors juste avant de prendre une question, effectivement, je n'ai pas traduit la question, l'échange qu'il y a eu entre le professeur Bill Baker et l'intervenant. Donc, est-ce que vous parlez le français? Eh bien, résumé en 2 mots. Oui. Donc voilà, la question c'était, à partir du moment où on découvre une nouvelle molécule, comment on arrivait à lier la découverte de cette nouvelle molécule avec le gène qui la produit, et ensuite, comment on arrivait à trouver quel est l'organisme qui produit cette molécule-là, et qui par conséquent contient ce gène. Voilà, la question était là. Monsieur Baker a répondu qu'en général, c'est des voies métaboliques qui commencent à être connues, et donc on arrive à miner les informations, et à partir des génomes, on va pouvoir reconstruire ce qui est en amont et ce qui est en aval, et trouver ce qu'on appelle les clusters de gènes qui vont permettre la synthèse de cette molécule qui est plus ou moins complexe. Voilà. Mais pour l'instant, moi j'ai demandé si on pouvait faire la détection de molécules complètement inconnues, et de lier ça au gène, et pour l'instant ce n'est pas possible, ça s'arrivera dans 10-15 ans avec l'avancée des techniques. Voilà, on peut modéliser la structure à l'heure actuelle, mais on n'y est pas encore. Oui, j'avais demandé la parole. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Moi. Oui, allez-y. Ok. Alors, je me présente Dimitri Jean-Baptiste, professeur de biochimie, génie biologique au lycée Bellevue. Et j'avais une question pour le docteur Alexander CRAWFORD. So I was very interested by your research for
the discovery of small molecule. And I saw that you succeeded to discover one molecule that blocks the epilepsy. And in your slides, you showed that you used different techniques, and one of them was HPLC to discover the different compound when you make the purification of plants studied by the tribal people. My question is, how long did it take to develop this compound? And did you obtain a patent for this? What just it. Thank you. Du coup, je vais traduire. En fait, j'étais très intéressé. J'ai vu que vous avez utilisé l'HPLC. Du coup, oui. The last one is, what is the amount of molecule that you succeed to have when you make chromatography? And, ouais. Donc, vous avez utilisé l'HPLC. Combien de temps que ça vous a pris pour développer effectivement jusqu'à l'obtenir, la mise sur le marché? Et enfin, du coup, la quantité, la purification des molécules, la quantité quand vous arrivez à obtenir par extrait sec, by dried extract. Just 1 minute, 1 second. So our invited guests have a translation. So you can actually, vous pouvez dire vos questions en français. Il y a un traducteur qui leur traduit. Ils ont des oreillettes. Ah d'accord. Non, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. D'accord. Donc c'est très bien de de s'entraîner. Il faut profiter pour s'entraîner. Donc, mais en fait, il y a un système de traduction. Donc, ok. But thank you for the question in English. So, a few different things there. First of all, yeah, we actually have found not just one, but probably at this stage, 12 to 15 different molecules from different sources that are anti-epileptic. All the work for the purification. So normally, yes, we do start screening with extracts, and then we have to go from an active extract to try to find the active molecule. So that's the so-called bioassay-guided fractionation. That can be relatively quick, so a few months. That can be relatively long, a few years. It depends on the availability of the material. If we can get more material, often those are the longest delays. Like we found interesting extract, and then we have to go out and recollect in the field. So for our plants from Africa, this would actually involve an expedition into the field. And once we collected, and it took like a year to arrange, and we got 2 kilos of dried plant material, and it was inactive. And that's because it was the correct, after much checking, it was the correct plant, but they collected it on normal soil, and and we found out afterwards you have to collect it when it's growing on termite hills on ant hills. Only then was it making the active compound. So details like that. So every such project is a bit of an adventure, and actually the most restriction we have in terms of recollection of material is now with the marine samples, where a recollection would, if we have to recollect, it's a new expedition and a new diving and so on and so forth. So we have to think carefully when it comes to that. So again, if you have easy access to more material, it can be relatively quick to optimize your HPLC and get the right separation conditions and it also helps a lot to have the chemistry and the biology in the same location. Right, so collaborations across continents, across countries, different labs. Students have this as one of their several projects, and by the time the biologist gets done with the bioassay, the chemist
in another country, in another lab, may be in the middle of something else, and they have to wait for a few months before they start. So we have tried to develop over the years a few PhD students who are doing both, right, and who physically travel from one lab to the other. Often that's more efficient. So in terms of building up a program, often it's very interesting then to take a chemist to turn them into a bit of a biologist, to take a biologist and turn them into a bit of a chemist so that they actually learn both things. And in terms of the patent, yeah, so the one that we have advanced, we've filed a few patent applications on several of these different molecules. The one that we have taken the furthest now, the turmerons from curcuma, we have a issued patent. The patent was granted a few years ago in US, Japan, and Europe, but that's a method of use patent. So the method of treating epilepsy with these molecules. That's not as strong as a composition of matter patent, right? So as Professor Baker was saying, it's not possible to patent natural products on their own. So we are developing a different patent strategy there where because we are developing a complex. So we are going into the clinic not just with the one pure molecule, it's a mix of different molecules. So we will be filing composition of matter patent claims on exactly what that composition looks like. So the ratio of the different molecules in the mix. And that's one way where we can develop. You have more work in the end because you have to prove to the FDA and others all the safety for each individual molecule. So it like doubles or triples or more your work for the preclinical part. And each molecule is $1 to $2 million to prove the non-clinical safety. But you can do them in parallel, and later when the point is, the trick is to get into the clinic and show proof of concept, to show that your molecule, that your mix of molecules is doing something interesting. And then you can, and then with that first human proof of concept, it would be relatively straightforward to get the larger investment that you need from investors to go back and do the non-clinical work for all the different molecules. That's the strategy we're taking for that one. But yes, all these things take years and a lot of money. Ok, est-ce que vous pouvez résumer parce que j'ai pas écouté depuis le début. Donc après cette question, donc juste pour résumer un peu pour le public, oui. Oui, alors du coup, il a expliqué que c'est une recherche pluridisciplinaire et du coup, je retrouve un petit peu les travaux de Dr PRIAM aussi sur la recherche de petites molécules, sur le screening. Il a dit effectivement qu'il y a des chimistes qui font toute la partie purification, extraction, isolement des différentes molécules. Et il a dit aussi qu'il y avait aussi une difficulté à pouvoir extraire du coup les plantes qui permettaient de découvrir les petites molécules antiépileptiques. Parce que des fois il fallait les extraire au bon moment, sinon ça inactivait du coup le principe actif et du coup que ça a pris beaucoup de temps, qu'il faut faire la preuve de concept et que du coup ça coûte plusieurs millions de dollars. Alors je sais pas si c'est plusieurs ou 1 million, mais pour pouvoir effectivement montrer que qu'il y a de l'innocuité, que c'est sûr en fait. Que c'est pas dangereux et que ça prend des années voire des mois effectivement pour pouvoir arriver à développer une demande sur le marché à la FDA en fait. C'est ça. Donc effectivement, on revient un peu à ce que le professeur Bill Baker a dit. Alors je voudrais juste, alors il y aura une petite pause, mais juste une dernière petite question à professeur Alexander CRAWFORD. Pour la technique de zebrafish, est-ce que c'est la reproductibilité? Parce que je comprends effectivement que c'est plus facile que de travailler sur les souris, hein, puisqu'on préfère les techniques cellulaires. Mais la technique du zebrafish, quelle est la reproductibilité quand on teste? Parce que j'ai pas, quand je regarde pour les antiépileptiques,
la façon qu'on regarde. Donc, qu'on visualise en fait le zébrafiche dans les dans les puits. Est-ce que c'est reproductible? So the reproducibility of a zebrafish technique, because the way you say it, you put the zebrafish is in this culture plate, 96 culture plate, and you just look at it on the microscope. So which effect do you have? I do not understand. Which effect do you see, and is it reproducible? What you see? Yeah, yeah. So the effect that we're looking for. When zebrafish have epileptic seizures, they move a lot more. So they have seizure-like behavior, and that involves a lot more movement in the well, and that can be quantified. So we're not observing directly. We're having a camera, a CCD camera, observe all 96 wells in parallel, and that quantifies then the amount of movement and the type of movement, also how many turns, how many rapid movements. All right, so we have different algorithms to determine, okay, which of all these movement behaviors is related to epileptic seizures, and if we are then adding, different extracts or fractions or compounds, is that reducing the amount of seizure-like behavior? So first we cause epilepsy, and then we try to prevent it when we're adding these different things. And first of all, that's relatively reproducible. And second, it's very translatable. So in most cases, when we have a clear result in the zebrafish, it will work in the equivalent mouse model, right? That's what we're looking for. And the jump from mouse to human in the area of epilepsy is much better than most other diseases. So cancer and Alzheimer, Parkinson, mouse is always a bit tricky. You can cure many mice. It's always hard to make the jump into the clinic. But for epilepsy, about 1/3 of things that work in animals, in mice, will end up working in the clinic. So that's a relatively high ratio. Okay, thank you. Donc, ce qu'il a dit, c'est qu'en fait, la technique, parce que je ne sais pas, juste pour mieux préciser les choses, en fait, quand ils mettent les zébrafiches, vous avez vu, dans les puits, il y a des caméras en fait qui suivent les mouvements en fait de l'animal, en fait de l'organisme dans les puits, et s'il est très agité, s'il prend d'une certaine courbure, certains mouvements, à ce moment-là, c'est pas eux qui regardent. À ce moment-là, je suppose qu'un logiciel, on va décider en fait si l'extrait qui a été mis dans le puits vraiment donne un comportement épileptique ou non. D'accord? Donc, il y a tout un système informatique derrière. C'est ce qu'on appelle aussi un petit peu la bioinformatique. Donc, il y a un système, en fait, qui va suivre tout ça. C'est pas fait à l'œil nu. Donc, c'était un peu le but de ma question. D'accord? OK. Donc, je pense qu'on peut aller à la pause. Donc, il y a une petite pause. Et ensuite, nous allons passer à la deuxième session. Donc, je vous prie de suivre l'hôtesse d'accueil. D'accord, merci. OK, on est maintenant à 7 minutes de dépassement de l'heure de reprise prévue. J'espère que tout le monde a pu profiter de la pause et reposer son esprit pour se reconcentrer sur cette nouvelle session où j'ai le plaisir d'accueillir et donc de vous présenter Madame Chauntelle Green, PARKINS, qui va nous parler de ses travaux. Et puis, de façon successive, nous pourrons entendre Madame Léa PIACENTINI et le docteur Laurent CALCUL. À vous. Donc, Madame Green est un scientifique qui nous vient de la Jamaïque. Elle travaille au département des sciences de la vie de l'université des West Indies, à Mona. Hello.
Good morning, everyone. Thank you so much for spending your time with us. Can you hear me properly? I can hear myself. So I'd like to take the first minute out of my time just to thank all the persons who were involved in organizing this conference. Wonderful way to bring together persons to speak on their different fields. It's my first time in Martinique. I'm happy to be here. Unfortunately, just like Prof. Baker, I know not one word in Francais. I studied Spanish in school, so I can pick up a little bit, but I'm going to be presenting in English. All right, so my title today is Research and Science Communication as Pillars for Marine Conservation and Rehabilitation. I am from the University of the West Indies, Mona, Kingston, Jamaica. So I'm going to be speaking about some of the research projects that we currently have going on and how we integrate and incorporate science communication in those research projects. So the overview of my presentation, I'm going to introduce the country of Jamaica, or marine environment. What is the status or health of some of the different marine habitats? I'm going to speak about the University of the West Indies and our research, and as I said, wrap it up with some of the science communication activities that we have going on. Anybody ever been to Jamaica? You're all invited. Wonderful country. It is the third largest country in the Caribbean in terms of size. We have a population of about 2.8 million persons, and most of that population is concentrated in our capital city of Kingston. Our geography, we have a mixture of mountainous areas. Our highest point is about 2,200 meters, but we also have lots and lots of beaches, rivers, bays, but it's predominantly limestone. And our major industries are tourism, as some of you may know, agriculture, mining, and telecommunications. So I put that part in there because, as you can see, based on our industries, they are tied to our coastal resources. Like many of our Caribbean countries, and historically speaking, most of our population lives either along the coast or within close proximity to the coast. So when we speak about the marine environment, we have to speak about the environment of our people as well, because the health of the environment is tied to the health of our people. Some of our major industries, as I mentioned, tourism is directly linked to the coastal environment. Last year, 2022, we recorded 3.3 million visitors to the island of Jamaica. And our tourism model is basically sun, sand, and sea model. So they're right along the coastline, right on our beaches, scuba diving, snorkeling, going out and seeing what is in those areas. We also have a very heavy fishing industry. We have 26,000 registered fishermen in our country. And those are just registered persons. Of course, there are some fishers who are not registered to the government, so this number may actually be more. All right? As it relates to our marine environment, we have several major marine habitats. We have mangroves, we have seagrass areas, we have coral reefs, beaches, and rocky shores, and they all provide us with a huge array of goods and services. We can look at major habitat for organisms. In our mangroves, we've documented over 220 species living in our mangrove habitats. We can look at coastline protection. Most of our people and our industries are located along the coast. Mangrove, seagrass beds, and coral reefs protect those areas for free 99. Natural defense systems. So we talk about reducing the impact of man from natural disasters like hurricanes and thunderstorms, which all of our Caribbean countries are used to. We look at the importance of these different industries, and they're also what we call nursery grounds. So places like mangroves and coral reefs, a lot of your big fish may come from more rough areas out at sea, come into these mangroves and seagrass areas to have their babies, and then they go back out to sea. So even though fishermen are going out to sea to catch these large fish, a lot of them were born in sheltered areas like mangroves and seagrass beds. So a lot of times when we think about our habitats, we think of them as closed and isolated from each other, but they're all connected.
So we can look at mangroves, for example, because some of the research that I'll speak about will look at mangroves and coral reefs. Mangroves are coastal plants. They take up approximately 2% of Jamaica's landmass. They are found in all of our parishes. So parishes would be the equivalent of states or provinces. We have parishes in Jamaica, 14 of them, and mangroves are found in all of them. And through environmental economic valuation, we've seen where our mangrove habitats have provided approximately $32 million in benefits. So coastline protection, protecting our factories that are there, protecting our people or different industries, that is where that dollar value comes in. But unfortunately, over the past 2 decades or so, we have lost approximately 2,000 hectares of mangroves in Jamaica. And that is because of threats related to climate change, coastal development. We lose a lot of our mangroves to build hotels and large developments. If you take a hotel, for example, a hotel developer will see a mangrove area as prime space to build a hotel. Mangroves like shallow sheltered areas. Wow, a beach could be in that area. It's relatively flat. We have lots of space to build a hotel. So this is not unique to Jamaica, but it happens around our Caribbean countries, right? So these are some of the things that we have to look at. We also have a big pollution problem, especially solid waste in Jamaica. So within Kingston, our capital city, we have a lot of storm drains. We call them gullies in Jamaica. And all of them empty into one of our largest bays, the Kingston Harbor, which is the 7th largest natural harbor in the world. Now, while these storm drains were built to deal with excess rainwater and flooding, they also are the receptacle of garbage. So persons may throw their garbage in the gullies. Whenever it rains, the water pushes the garbage through the gullies and it gets into our marine environments. And so when we go out into the mangroves, we will see garbage covering the forest floor. We may see animals like this pirate bird here entangled in fishing line. It's a little bit hard to see, but this is a pirate bird or a frigate bird. And right where I'm running the line, there's a fishing line that is hooked to this bird right here. So we can see the implications of man on the environment. As it relates to coral reefs, which I'm also going to speak about, in the 1970s, in the Caribbean, our coral cover was about 50%. So if you take one of the tiles on the floor, we were to throw a quadrat down, half of it would be occupied by coral reefs. Over the years, we have had, this is a classic graph from our north coast of Jamaica, St. Anne, where we started off with high coral cover, and because of a sequence of unfortunate events, we had Hurricane Allen, which decimated our reefs. We had a diadema die-off. So diadema is the long-spined black urchin. We had a major region-wide die-off in the 80s, and unfortunately, we had one last year as well in the Caribbean, followed by coral bleaching, which, as some of you may know, this year was ridiculously hot. If you go to the beach, we were seeing warmer than warm temperatures. All of these things led to the Caribbean now having 13% coral cover. So we're talking about 50% in the 70s and up to in 2020, 13%. That's almost 80% decrease in our coral reefs, all right? And those are related to overfishing. So you catch too much fish, you're not leaving enough behind to reproduce and replenish the population, or you're catching little fish. Technically, any fish that fits on your plate is considered a juvenile fish. So a juvenile snapper, we can see snappers getting this big. If it fits on your plate, it's a juvenile. All right. We also have population density and coastal development and climate change. So because of that, we're losing our 3D nature of the reefs. The more 3D the reef is, the better it is to buffer wave action, the more spaces it offers fish to live in those little spaces between the branches of the corals. So you're moving from a reef that looks like this in 1972 to that same spot looking like this 10 years ago. So it's becoming more and more flat. Now that is where the University of the West Indies comes into play.
The UAE was founded in 1948, and it owns and operates 2 marine labs. One on the south coast of Jamaica in the town of Port Royal, where I report to work every day, called the Port Royal Marine Lab, and one on the north coast of Jamaica called the Discovery Bay Marine Lab, which is in St. Anne. We also operate the Center for Marine Sciences, which is an overarching institution that deals with marine science research and facilitates not only marine biologists, but chemists, medicinal, biotechnical people. All of those persons are facilitated through our marine labs. So we do a lot of different activities, and all of those activities fall under the headings of research, teaching, and outreach. But what I will focus on will be the research and the outreach aspect of our activities. So we've looked at different things. I've tried to pull some of our research papers that show some of the different topics, because we've done many things over the years. We've looked at marine fauna. We have a lecturer in our department of chemistry that is looking at the importance of sea squirts and acidians for pharmaceutical compounds. So while not research done within our staffing, we can facilitate other researchers through the lab as well. We also have persons looking at coastal water quality. So Professor Dale Weber, which is our immediate past principal of the university, did his PhD and further research on those things. And we've also looked at the invasive lionfish, which is not Atlantic in origin, but we have a problem through ballast water and the aquarium pet trade. And we have microplastics being studied in Kingston Harbor. As a result of receiving so much solid waste, plastic does not disappear from the environment forever. It just breaks down into smaller and smaller pieces. Plastic is relatively new, and some of the impacts that we are hypothesizing from plastics, they're just coming about now because plastic was just brought in the 70s and 80s in heavy use. So we're just now getting to figuring out what are the long-term impacts of plastics. So one of the research that we have is something that I'm personally involved in, and it looks at coral reef rehabilitation through artificial reefs. And this artificial reef is called the Acropora iron reef structure, or air modules. So this picture here is the original air module. This was developed by our sister lab in Discovery Bay. And these were put at different habitats, seagrass beds, sandy areas, and these frames were populated with staghorn coral, or Acropora cervicornis. So I saw a video inside showing Acropora palmata on one of those videos. So it's basically the sister of that coral. So we'd populate this structure. As you can see, it's branching to mimic the 3D nature of the reefs, and we were very big on using options that can be sourced locally. A lot of coral reef rehabilitation activities may involve products that we have to import in the Caribbean. And we all know what some of the struggles are with getting materials into the Caribbean in terms of time and cost. And so that may scare persons from engaging in these activities. So our structures use rebar. You can get rebar at your local hardware store. And we populate it with the corals, and over 1.5 years, we had 60 to 80% survivorship of those corals. So what we did with my site now was to modify those structures to have a plated structure for natural recruitment, but also instead of having a base like the original picture, we can put these directly into our coral reefs, and those can be used in areas that have a higher wave energy. So what we did, we stuck those steel structures in different areas of our barrier reef on the south coast of Jamaica. We outplanted 144 fragments. So before that, we had looked for healthy colonies of these staghorn corals, studied them for a year, see how they responded to bleaching and high temperatures and predation. And then after a year, we figured which ones are the best ones to have as donors. And we'd go and pick basically 5 centimeter piece fragments and populate these structures. And after a year, we had a 79% survivorship of those corals. Unfortunately, right at this very moment, we are undergoing bleaching. And so when we went out recently, all white, all bleached corals.
Our plan now is to see which ones of those survive the bleaching period so that maybe we can look at resilient corals for future propagation and dealing with long-term effects of climate change. So this was how it looked. This same coral in month 0, at the end of 13 months, was 4 times its size. And the idea is that within 3 years, it can overgrow the entire steel structure and make a new colony. We were also looking at these structures as natural recruit settlements. So without populating it with any corals, can it attract corals on it? And we're seeing some corals growing on them, and we're going to track these for long term to see how they respond to these structures. So that's one project that we're doing. Another project that we look at relates to mangrove restoration. So we have a project called the Kingston Harbor Ecosystem Adaptation Measures, or KEAM for short. And that was a project that was partnered with the UWI and Grace Kennedy, which is a corporate Jamaica institution, and the Caribbean Biodiversity Fund. And the main objectives for that were to restore our mangroves, reduce land-based sources of pollution, and to engage communities that are located along the coast. So we have a nursery at the lab that has a capacity of 10,000 seedlings. We outplanted 10,000 seedlings for that project. We also partnered with the Ocean Cleanup to install barriers at the mouths of the gullies to trap that garbage. And we also trained some community members into becoming environmental stewards. So they now know the importance of mangroves and what is needed to protect them. And this was one of the wardens that was trained, giving a talk to our summer campers about what he learned and why mangroves are important. We also have another project that looks at mangroves called JAMIN, because you know Jamaica. It actually stands for Jamaican Awareness of Mangroves in Nature. And this was a partnership as well between several marine labs in Jamaica and the Khalid bin Sultan Living Oceans Foundation. Now this project, we specifically targeted school groups. So we have 2-year-long projects and engagement with students where we teach them about mangroves, they have classroom sessions, and then they do long-term experimental exercises with mangroves, and then outplant those same mangroves that they were doing in classroom sessions out into real mangrove forests. We also do tours at the labs. So many students who study marine biology or study biology at 11th grade, the teaching syllabus requires them to learn about a marine habitat. Some of these schools may not have the resources to fully pull that off. So we tell them, if you come to one of the labs, we will teach them about the marine habitats, and the teacher does not have to worry about teaching that part of the syllabus. So both labs, we get on average 3,000 to 4,000 students throughout a school year. They come to the lab, we teach them about mangroves, or we teach them about pollution. They get to go out on the boat and see real life mangroves. So some of the things that they're learning in a classroom session, we're all about outdoor learning at our marine labs. And for some of them, it is the first time that they've ever been on a boat. Even though we live on an island, we're not very water-friendly people. We love to go to the beach, but the beach involves not going more than waist deep into the water. So we're not very adventurous when it comes to the water. So for a lot of these students, it's the first time that they're going out on the boat, so it's an experience for them as well. We also have a biodiversity center. So this also came from a project in 2008 called the Biodiversity Hotspot Project. So we did a lot of research in and around the Kingston Harbor to document every single plant and animal that is in the harbor, and that has been cataloged. One of the things with research when we are criticized is we write a paper or we do a thesis and it collects dust on a shelf. How now do we translate that to the general public so that they can become inspired and increase their awareness? Because you and I may know why the environment is important. You and I alone cannot protect the environment. We need more persons involved, and more persons that are involved brings on a multiplier effect. So each person on a boat or each person visiting the lab represents a household. You're now targeting 30 households at a time. So we have a biodiversity project where some of the animals are collected and housed
an indoor aquarium so that persons can come and see for the first time. They can see them up close, even if they don't get to go on a boat. They can come and look at these different animals in a tank, and they get to touch some of these animals as well. So these are some of the ways that we can integrate science communication and outreach activities into our research. Research is important, yes. It will inform policies. It will help to figure out what is going on. But we have a general public that each of us has a responsibility to attend to, right? So at the end of the day, there's a popular saying that says, in the end, we will conserve only what we love. We will love only what we understand, and we will understand only what we are taught. Education is very important. And with that, I thank you. We will take questions at the end, but I'm happy to facilitate any questions at the end during our Q&A session. Thank you very much. Merci beaucoup pour cette belle présentation exemplaire. J'espère que les oreilles ont été grandes ouvertes au niveau de nos institutionnels présents. Et on enchaîne tout de suite avec Madame Léa PIACENTINI. On fait un saut de la Jamaïque à la Corse, puisque Madame PIACENTINI nous vient tout droit de l'Université de Corse, Pascal Paoli, et elle va continuer à se présenter. Oui, on reste quand même sur une île. Donc, 20 minutes de présentation. Ah, ok. Allô. Bonjour à tous, je m'appelle Léa PIACENTINI et je suis actuellement en première année de doctorat à l'Université de Corse, au sein du laboratoire Stellamar et du laboratoire Sciences pour l'environnement. Aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de vous parler des travaux menés au laboratoire concernant la gestion des populations d'oursins violets en Corse et en Méditerranée. Donc merci beaucoup pour m'accueillir aujourd'hui. Je vais vous parler d'abord un petit peu de la plateforme, puis on va se focaliser sur le cas de l'oursin violet. Notre espèce chez nous, c'est Paracentrotus lividus. C'est l'espèce sur laquelle je fais ma thèse, et vous verrez quelles sont nos méthodes de suivi in situ et quels sont les principaux résultats qui ont été mis en évidence durant ces dernières années d'études. Et ensuite, je vous parlerai des méthodes de gestion active qu'on est en train de mettre en place au laboratoire et les perspectives de recherche que ces travaux apportent pour la suite de la gestion de la ressource autour de l'île, mais aussi de la Méditerranée. Donc voilà, moi je vous emmène en Méditerranée nord-ouest. Stellamar, c'est une plateforme de recherche qui est située du coup en Corse, à l'interface entre un étang, l'étang de Biguglia, et la mer. Et depuis plusieurs années, on collabore avec des professionnels de la mer, mais aussi des institutions locales et des partenaires européens. L'activité de la plateforme, elle s'articule autour de 3 pôles. Comme l'a dit tout à l'heure ma collègue, c'est très important d'avoir de la recherche. Donc on a un pôle de recherche sur le milieu marin et littoral. Aussi un pôle de transfert de technologies pour transférer nos technologies aux professionnels de la mer. Et un pôle de sensibilisation pour accompagner le grand public et leur expliquer l'importance des écosystèmes marins et du développement durable. Moi, je vais me focaliser sur le milieu de la recherche. Donc, on travaille à Stellamar sur des espèces emblématiques de la Méditerranée. Une espèce emblématique, c'est une espèce qui a une importance culturelle ou économique, bien souvent les deux, et qui souffre, pour la plupart, malheureusement, d'une forte pression d'exploitation. Les espèces étudiées sont très diverses. Voilà, on a des poissons osseux, on a des crustacés, on a des mollusques et on a des échinodermes desquels font partie les oursins violets. Pour chacune de ces espèces, Stellamar, elle a une double volonté.
D'une part, on fait un suivi in situ des populations sauvages pour comprendre les variations démographiques et pouvoir avertir du déclin de certaines populations autour de l'île. Et d'autre part, la maîtrise de l'élevage de ces espèces dans un but de transfert en aquaculture ou alors de restauration des populations qui ont été dégradées. Donc tout ça, bien sûr, dans une volonté de développement durable. Pour parler du coup un petit peu de l'oursin violet, qu'on appelle edible sea urchin en anglais, c'est une espèce qui joue un rôle très important dans les écosystèmes littoraux. D'une part parce qu'il est au cœur de la chaîne alimentaire et il est la proie des grands crustacés et de nombreux poissons. Et d'autre part, il aide à la structuration des communautés benthiques. En plus de cette importance écologique, il a aussi une importance économique. C'est une espèce qui est très pêchée en Méditerranée et particulièrement en Corse et en Sardaigne, pardon. Et en fait, la pêche à l'oursin en Méditerranée est basée exclusivement sur cette espèce. Depuis une 50aine d'années, on constate en fait que les stocks sont en train de diminuer très fortement. Et face à ces diminutions, on a deux solutions. On a la protection, enfin on a deux outils, la protection et le réensemencement. En Corse, on a beaucoup de réglementations autour de la pêche à l'oursin en fait. On a des quotas, des tailles minimales de capture, des zones où la pêche est strictement interdite et des ouvertures de la saison de pêche qui sont très courtes. Et malgré ces règles, en fait, les stocks continuent de diminuer. Nos objectifs principaux concernant l'espèce, c'est de suivre les populations, donc pour comprendre ces variations temporelles, et d'identifier des sites qui nécessiteraient des actions en fait de transformation écologique, donc de relâcher potentiellement de juvéniles. Et aussi, du coup, là, on est en train de développer des techniques de réensemencement pour aider à la gestion de la pêche. Donc, dans un premier temps, on va s'intéresser au suivi de population fait depuis 2013. Donc, en fait, on suit 8 sites tout autour de la Corse, dans chacune des prud'homies que vous pouvez voir sur la carte. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on suit ces populations avant et après les saisons de pêche. On les compte par transecte. On fait des comptages par transecte à plusieurs profondeurs différentes et on classe nos oursins en 3 classes de taille. Donc on a les petits qui sont non commercialisables et pas encore matures sexuellement. On a les moyens qui ne sont toujours pas commercialisables mais qui arrivent à maturité sexuelle. Et enfin on a les gros oursins qui sont qui connaissent la pression de la pêche du coup et qui sont censés être les plus gros reproducteurs des populations. Les sites sont suivis depuis 2013 et sont répartis autour des 4 prud'homies, comme je vous l'ai dit. Ce qu'on fait aussi en parallèle de ces suivis, c'est des comptes des recrues, donc des tout petits oursins qui viennent de naître de l'année. On regarde aussi le couvert végétal et son évolution et la présence de prédateurs. Les principaux résultats de ce suivi montrent une très forte diminution des densités qui est retrouvée donc sur l'ensemble des sites autour de la Corse, comme vous pouvez le voir, et majoritairement touche les oursins des classes de taille les plus grandes. Donc on voit que c'est une tendance qui est la même vraiment tout autour de la Corse, et en fait on est passé des densités qui sont aujourd'hui divisées par 3 par rapport à ce qu'on retrouvait en 2013. Les suivis avant et après saison de pêche, ils nous montrent que ces diminutions ne sont pas uniquement dues à la pression de pêche, et en fait on a aussi pour cause la dégradation des habitats et les changements climatiques qui sont en train de se produire. Depuis 2021, on travaille en partenariat avec le parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate, et on a ajouté 10 sites de suivi
pour avoir une vision à plus fine échelle de ce qui se passe au niveau des populations. Et en fait, ces données ont permis la mise en place de 4 zones de jachère à l'oursin qu'on continue d'étudier pour quantifier l'effet de l'arrêt complet de la pêche. Une autre méthode de suivi, c'est de regarder l'évolution saisonnière des indices gonadiques. Alors, qu'est-ce que les indices gonadiques? C'est le calcul du ratio entre le poids des gonades, qui sont les appareils reproducteurs et qui sont aussi ce qu'on mange chez les oursins, donc le corail, par rapport au poids total de l'individu. Ce suivi nous donne des informations sur les périodes de ponte et l'intensité de ces pontes. On fait aussi par la suite des études histologiques qui nous permettent de spécifier à quel moment de la reproduction on se trouve et qui nous permet de confirmer s'il y a eu vraiment une ponte ou pas. Les principaux, donc sur les 2 sites qu'on suit, les principaux résultats depuis 2015, les voilà. Vous pouvez voir en noir les indices gonadiques moyens pour chaque date à laquelle on fait les prélèvements, et en gris la courbe des températures à chacune de ces dates. On remarque régulièrement une très forte diminution des indices gonadiques, donc une forte diminution du poids des gonades par rapport au poids de l'animal. Et en fait, cela correspond à une période de ponte printanière. Cette période de ponte, elle est connue dans la littérature scientifique et elle a été confirmée ici par nos analyses histologiques. Et en fait, ce qu'on a vu d'autre, c'était un autre pic récurrent qu'on retrouve presque chaque année en automne, enfin qu'on retrouve chaque année même en automne. Et en fait, du coup, on se demande si c'est une ponte ou si ça peut être dû éventuellement à un stress environnemental. Et c'est là que nos analyses histologiques nous apportent des réponses. Ce que vous pouvez voir là sur les photos, c'est des coupes histologiques de femelles, donc de gonades femelles d'oursins. Là, par exemple, c'était en décembre 2019, donc lors d'une période supposée de ponte. Et sur la photo A, on peut voir dans le petit cercle des ovocytes mûrs. C'est une photo qui nous montre une femelle pendant la ponte. Et sur la photo B, on peut voir une femelle après la ponte. Il ne reste presque plus d'ovocytes dans les tissus. On peut voir un petit ovocyte résiduel dans le cercle. Donc en fait, ça nous a montré qu'il s'agissait bien d'une ponte automnale. Depuis 2021, donc toujours avec le parc naturel marin, on a suivi 2 nouveaux sites et qui montrent les mêmes tendances. Pour résumer ce travail, donc ces suivis nous ont permis d'identifier 2 périodes de ponte annuelles chez l'oursin en Corse, une à l'automne et une au printemps, donc une à l'automne de moindre intensité. Et il était communément admis que le principal driver d'une ponte, c'était le passage d'une température entre 15 et 18 degrés. Et depuis 2 ans, comme vous pouvez le voir en rouge, les températures sont restées très hautes très longtemps, beaucoup plus que d'habitude à cause des vagues de chaleur qu'on a subies ces dernières années. Et donc du coup, on se demande qu'est-ce qui drive finalement ces pontes pendant l'automne. Donc on se demande si c'est pas la photopériode ou les cycles lunaires. On est en train d'investiguer ce sujet. Et enfin, grâce aux données qu'on a récoltées et grâce à l'appui des gestionnaires et des pêcheurs professionnels, la saison de pêche a été réduite cette année et passe du 15 décembre au 15 février pour finir en avril, comme d'habitude. Et au vu de la diminution des populations, à cela va s'ajouter aussi des quotas qui seront beaucoup plus restrictifs. Pour pallier à cette diminution, dans les sites où les populations ont été le plus fragilisées, Stella Mar travaille sur la reproduction et l'élevage de l'oursin violet. Et tout ça à des fins de réensemencement. Donc depuis le début de la plateforme, de nombreux travaux ont été menés.
pour optimiser l'élevage. Donc ici, vous pouvez voir une vidéo d'un juvénile d'oursin post-métamorphose et d'une petite larve au stade 8 bras. Le travail a été long pour arriver à ça et pour choisir les souches, par exemple, de phytoplancton pour nourrir les larves, pour optimiser les densités larvaires des bassins et pour aussi minimiser la mortalité pendant la métamorphose, qui est une période très critique de l'élevage larvaire. Et aussi pour choisir la nourriture des juvéniles quand ils deviennent des brouteurs. Donc pendant tout le grossissement des individus sur la plateforme, on fait aussi des expérimentations qui visent à améliorer les données qu'on va avoir lorsqu'on va les relâcher dans le milieu. Par exemple, nous faisons actuellement des tests de marquage sur les juvéniles. Donc la question qu'on se pose, par exemple, c'est comment est-ce qu'on va reconnaître nos juvéniles une fois qu'on les a relâchés dans le milieu. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'était des analyses génétiques qui sont très longues et très coûteuses. Et là, on est en train de travailler sur un moyen de marquage avec des fluorochromes. Et ce fluorochrome, c'est la calcéine. Donc là, ce que vous pouvez voir sur ces photos, c'est après 30 jours après le marquage, l'oursin contrôle et l'oursin qui a été marqué à la calcéine. On voit bien, donc sur la photo B, la ligne de marquage et la croissance du juvénile d'oursin 30 jours après le marquage. Donc là, ce que vous voyez, c'est des dents d'oursin. Donc cela nous permet de savoir que oui ou non, ce sont nos juvéniles qu'on récupère dans le milieu. Ensuite, une autre expérimentation qui est toujours en cours. Là, notre question, c'est est-ce que nos juvéniles de l'écloserie pourront retourner à une alimentation naturelle? Ce qu'on fait, c'est qu'on teste l'attractivité et la préférence de deux algues qu'on peut retrouver dans le milieu et qui sont connues pour faire partie de la nourriture des juvéniles sauvages. Donc là, voilà le dispositif qu'on utilise. Voilà le dispositif qu'on utilise. Donc il y a des chambres de choix. On met ou pas des algues dans les chambres et on regarde ce que les juvéniles vont aller chercher. Donc là, sur la vidéo, on peut voir un petit juvénile qui va se diriger vers la chambre où il y a l'algue. Lentement mais sûrement. Voilà. Voilà. Et ensuite, la dernière expérimentation qu'on est en train de faire, c'est pour voir à quelle taille les juvéniles sont le plus vulnérables aux prédateurs et s'ils sont capables d'avoir l'instinct de se cacher ou pas. Du coup, on étudie le comportement de prédation des principaux poissons prédateurs, que sont les sards et les girelles. Et dans la vidéo, on peut voir des petits juvéniles se répartir dans le bassin et aller chercher des cachettes. Et en dessous, sur la photo, on peut voir une girelle qui est en train de chercher sous les coquilles d'huîtres pour chercher de la nourriture. Donc là, pour l'instant, nos premiers résultats, ils montrent que nos juvéniles, ils ont bien l'instinct d'aller se cacher parce que on voit que y a plus de cachettes quand on a des prédateurs que quand il n'y a pas de prédateurs dans le bassin. Donc tout ça pour passer à nos expérimentations de relâcher. Donc on a commencé en 2018 avec une expérimentation pilote sur 4 sites autour de la Corse. Et en fait, depuis 2018, à chaque fois, on travaille avec les pêcheurs pour choisir les sites en fonction de leur connaissance du milieu et des suivis qu'on a fait jusque-là sur in situ. Depuis 2021, on travaille sur 2 sites au sein du parc naturel marin, un de chaque côté du Cap Corse, Halls à l'ouest et Miom à l'est. Ces expérimentations, elles ont permis de tester différents moyens et substrats de relâcher, mais aussi de densité et de taille de juvéniles. Je vais vous parler plus en détail après du site de Halls, mais tout d'abord, je voulais revenir sur des résultats marquants sur l'ensemble des expérimentations. D'une part, on monitore le couvert végétal avant, pendant et après les expérimentations, et jusqu'à maintenant, on n'a jamais vu de différence significative du couvert végétal sur les zones étudiées.
Donc on n'a pas d'impact de l'herbivorie des juvéniles qu'on a relâchés, ce qui est un très bon point. Et d'autre part, on fait une évaluation de la génétique des juvéniles recapturés 1 an après le relâché. Donc on n'a pas encore trouvé non plus d'effet de la génétique sur les populations naturelles. Et à chaque fois, en fait, selon le site, entre 28 et 100% des juvéniles qui étaient recapturés, ils venaient de Stella Mar et donc de notre écloserie. Voilà la petite étude de cas. On a testé différentes méthodes, donc des relâchés de nuit pour éviter les prédateurs qui sont censés se nourrir le jour. On a testé des relâchés de jour et des relâchés de jour avec des grilles de protection qui devaient permettre aux oursins d'avoir le temps de se cacher. Voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que après 30 jours de suivi, on a des données, des densités de juvénile, qui semblent être les mêmes pour toutes les zones de suivi, mais toujours supérieures dans les zones de relâché plutôt que dans les zones témoins. Donc, on regroupe ensuite les différents types de relâchés ensemble tout au long de l'expérimentation, 1 an. Et les densités de juvéniles, on voit qu'elles restent supérieures à celles observées sur les témoins, à part au J180, où on observe une diminution sur l'ensemble des sites. Cette date, elle correspond au mois d'août de 2022. Et en fait, on a eu une très très forte vague de chaleur, donc 31 degrés pendant plusieurs jours, ce qui arrive extrêmement rarement, pour pas dire jamais, dans nos eaux. Et donc du coup, on a eu un peur d'un événement de mortalité. Voilà, mais comme plus tard les densités réaugmentent un petit peu, on s'est dit peut-être qu'ils ont migré vers le fond, peut-être qu'ils étaient mieux cachés, voilà. En tout cas, 1 an après le début de l'expérimentation, on constate qu'il y a plus de juvéniles dans les sites de relâchés. Et en fait, ce qui était marrant à voir aussi, c'est qu'au niveau de la génétique, on a récupéré des petits oursins qui venaient de l'écloserie sur les zones contrôle. Donc, sur le petit diagramme que vous voyez, il y a 10% des oursins de la zone marron qui proviennent quand même de chez nous. Donc, on a une petite migration des oursins. L'ensemble des travaux va servir à plusieurs choses, mais à travers ma thèse, il s'agira de, je vais terminer très vite, de caractériser la dynamique des populations en utilisant la modélisation pour expliquer et prédire l'évolution des populations et pour tester différents scénarios de pêche. Ensuite, on aura une partie optimisation des techniques de réensemencement et tout ça, on va le faire en modélisant la migration des oursins juvéniles, en identifiant les densités et les tailles optimales pour faire des relâchés et en regardant le comportement de nos oursins et la prédation. Et en fait, une troisième partie, ce sera d'étudier une éventuelle synergie entre la protection et le réensemencement. Et tout ça, du coup, pour développer et optimiser des outils de gestion intégrés qui seront transférables et adaptables selon les régions. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Léa PIACENTINI, pour la présentation. Dans le timing, 1 minute. C'est bon, très bien, très bien, très bien. Et donc, on a le plaisir d'accueillir maintenant Monsieur Laurent CALCUL. Donc là, on refait de nouveau un saut dans notre région, puisque le docteur CALCUL nous vient de Floride. Il est attaché à la recherche dans un laboratoire de chimie qui est ciblé sur la purification, l'analyse et le screening de biomolécules. Monsieur Laurent CALCUL, je vous laisse la parole. Merci de m'avoir invité à la conférence CIB numéro 4. Je me rappelle, il y a quelques années, on était venu avec le docteur Baker à la conférence numéro 2, si je ne me trompe pas, en 2019. Le temps passe. Donc, le temps passe, oui. Et là, je vais vous présenter, en fait, simplement la plateforme sur laquelle je travaille. La plateforme CPAS. Alors,
ouvrons tout ça. There we go. Donc pour faire, on va dire, une présentation, on va dire, intéressante avec beaucoup de challenges, je vais la faire en anglais. Comme ça, je vais vous forcer tous à comprendre ce langage qui domine le monde en ce moment. Donc, on va se plier à la domination et on va parler anglais. Donc là, c'est la blague en français, mais parlons anglais. All right. So, thank you for having me today. So, I will be different from the other speakers because I will give you information about how to get there. For example, you have beautiful presentation about marine organisms, molecules. So, what do you have between those organisms, and the final molecules? So, you need tools in order to reach to the pure compounds. And that's what my core facility is all about. So the core facility, the name is CPAS, to make it short, CPAS. And to have more detail about the CPAS acronym, it stands for Chemical Purification, Analysis, and Screening Core Facility. So what exactly is a core facility? So the point of a core facility is a structure, a laboratory, that can give you access to technology and instrumentation that probably your research lab or private group don't have available. And that's what the core facility is all about, is giving you access to this technology so you can use our services or be trained on it and use it in order to achieve your project or your different analyses. So we support research through services, which are fees-based. And we provide training and our expertise in consultation. So we can also help you also improving your grant proposal if you need preliminary data that will help in order to get those proposals funded. So most of the core facilities are located in a particular institution. It can be governmental agencies, it can be universities, private corporations. So that's the kind of umbrella those core facilities can be embedded with. In the case of the CPAS core facility, so we work for the University of South Florida. We're under the umbrella of the College of Art and Science, and we belong to the Department of Chemistry, which is constituted around 20 professors. So like I was telling you, the core facility is here to help you. Of course, sometimes you have groups, new research professors, they come with big ideas, but they probably don't have particular instruments in order to do this kind of analysis. Either they do collaboration, or they can be in touch with a core facility that may have the tool to help them. So I give you an example. Some of the equipment in general cost around more than $100,000. So sometimes you don't have enough money or grants in order to pay for this instrument for yourself. And also the core facility has those instruments readily available so you can use right away. So either through our services, or you can have graduate students, staff, or undergrad students that we train so they can operate the system and get their analysis done. And it's pretty useful for graduate students because at the end of their PhD, they can put on their resume, oh, I'm the specialist of this type of technology, thanks to a core facility and their training. So when you get your analysis done, you get, of course, publication. Then you send more grant proposal with some good data. And then you feed this cycle. You get more funding. And maybe one day you will have enough funding in order to get your own instruments. So think about a core facility like it can be an infrastructure that can help you to jumpstart your lab. So the core facility I am in charge of. So this is the group that I have. So I have 2 full teaching assistants and 1 half teaching assistant. So we have 2 locations, one located at the research park, the ones that you see on top, and then the second one at the Natural and Environmental Science building, which is next to the Department of Chemistry. So among those 2 locations, we have different services that we propose. Mostly we're oriented in chromatography, then mass spectrometry, and then we have other tools like lyophilization, extraction, general spectroscopy, and I will give you more detail along all the slides that I will go to. Don't forget the little link at the bottom of this slide so you can click on it and check exactly all the detail of our instruments. But I'm here today, so I will just describe them to you. So
So let's start. So like I was telling you how to get there. So during one of the intervention, one of the attendees was asking about HPLC. So we have HPLC available, which is a classic material in chromatographic separation. So we have medium pressure liquid chromatography, which is in fact the first step of the chromatographic separation. So when you have an extract, it can be an extract from sponges. We talk a lot about sponges today, or tunicates. So you extract your tunicate with a particular solvent, and then after that, you get an extract. And the extract is going through medium pressure liquid chromatography in order to get the first separation. And the separation is getting done through silica gel, for example, or reverse phase silica gel. And the separation is based on the polarity. So in an extract, you have different kind of compounds, different kind of molecules. And they're different from each other based on their functional group or carbon chain. And this constitutes the polarity of the molecule. And when they're in contact with the silica gels, that's where they're getting separated because of the difference in polarity. So that's what the chromatography is all about in the instruments that I have. Of course, you have different kind of chromatography. It can be done by size exclusion. It can be done by also electronegativity. And then for the detection, you separate the molecule, and you need to detect them. How can you detect them? So in the case of HPLC, we use UV detection. We have also reflective index detection, in case your compound is not responding to UV or has some weak chromophore. And we have also evaporative light scattering detector. So same thing, if your compound has a low few chromophore or low chromophore, so this detection technique will be able to show you a peak that can be a potential pure compound. Then we have also a more advanced chromatographic separation on the liquid chromatography. So it's not a UV detection this time, because the UV will just give you a signal based on the UV response of your compound. This one is based on the mass spectrometry. So for the mass spectrometry, the detection, you will be able to ionize the compounds that you're separating. And the ionization will give you information about the mass data, the molecular weight of your compound you're separating. This kind of additional information will help you to go through the literature. And from the literature, you type the mass that you think you have based on the results you got from the mass spectrometer. And you can start getting some idea if your compound is known or not. So among the liquid chromatography mass spectrometers that we have here at CIPAS, we have different types. The ones that you see here, the one on the top, is the high resolution mass spectrometer. This one will help you to identify potential unknown compound, thanks to the exact mass. The exact mass will give you the molecular weight and a very high accuracy, and from that, you will be able to deduce the formula of your compound. And based on the formula, you can go deeper in the literature search and confirm if you're dealing with a known or unknown material. Then the second mass detector that we have on the liquid chromatography level is the LCMS triple quadruple. So this one will help you to, it's one of the most sensitive instruments that we have here as a mass spectrometer, and it will be able to help you to quantify the particular compound you're interested in. Try to imagine Dr. Baker, for example, is focused on palmeolide A, and he would like to know what's the concentration of palmeolide A in his tunicate extract. So this instrument can give you a precise idea of the concentration of the palmeolide A in his particular sample. Then at the bottom, you have the LCMS single quadruple. This one is a low resolution mass detector. But it's very useful because think about, if you're familiar with chromatography or analytical chemistry, think about TLC. So it's an expensive TLC. People that do organic synthesis, sometimes they would like to confirm if the reactions that they did produce the compound expected. So they go quickly to the LCMS low resolution and try to find out if they got the right compound. And the low resolution is good enough to find out what you have, especially when you have an idea of what you're looking for. So then we have another technology in mass spectrometry. So I showed you the liquid chromatography, which is more focused on polar, mid-polar molecule.
The second type of mass spectrometry technology I will show you is related to gas chromatography. And this one will be focused on non-polar, low boiling points, small molecule. Think about some things that you can smell. Think about essential oil. So the GCMS, which is a gas chromatography mass spectrometer, will be able to help you to have an idea how complex is your essential oil, but also, thanks to the particular ionization technique, which is here electron impact, will be able to give you the mass data, but also some fragments. And the fragments of the mass data is another type of information, an additional information that you will have in order to give you more information about the potential identity of the compound. And on this GCMS system, we have a library, a database that can help you to identify potential known compound. So think about the essential oil. You want to see the complexity of it, and then identify all the potential volatile compound, mostly terpenes, that you have in your essential oil. Of course, the GCMS can be used also for different type of analysis. So among all the GCMS that we have the GCMS QTOF, which is for high resolution. So it will help for known and unknown compound. We have the GCMS single quadruple for low resolution. And then we have another type of GCMS, which is in fact this one combined with a second detector. So you have the GCMS, but the second detector is the electron capture detector. And this one is more sensitive for aromatic compound and halogen compounds. So if your compound has a strong electronic density and you want to quantify it and you need sensitivity, the GC using electron capture detector will be able to help you. But on this case, you need to know what you're looking for, especially a compound with strong electronic density. And then, among all the mass detectors that I've been showing you so far, we have a last one, which is the MALDI. This one is using laser and matrix combined with your compound in order to ionize it. On this system, compared to the others, there is no chromatography involved. You can analyze a mixture or pure compounds, but think about it as an alternative detection method. And this one, you will be able to ionize multiple type of compound. It can go from lipids, small molecules, polymer, protein. And of course, it depends on all the sample preparations that you do. And the third type of analysis that we have on this system, we have the possibility to do mass spectrometry imaging. Think about a mouse. You want to study, you inject a drug in a mouse, a particular drug, and you want to make sure the drug is sequestered in a particular organ from the mouse. So you will have to do a tissue section from this mouse using cryostat. So you need to do a very thin tissue section of 10 micrometer, frozen tissue section. So we don't do this at the core facility. We use collaborators from a biology lab to do that. And they come with the tissue section, and then that's where we do the imaging analysis. And as you can see at the bottom, you have different little slide at the bottom on the right with different color codes. The color code represents the different mass data that you have in this kind of a tissue section. So, of course, the color code, you fix it based on the molecular weight you're looking for. So you can do tissue section from mouse, insects, sponges, tunicates. And then if you have a particular compound that you're looking for, or if you don't know what you're looking for, you will have an idea of the mass distribution of different compounds in the particular tissue section. Then we're done with the mass spectrometry. We do also synthesis work in the core facility. We have a microwave-assisted reactor. So think about organic synthesis reaction with reflux reaction. The microwave effect will make the temperature of your reaction fully homogeneous. So you will have a more effective synthesis compared to the traditional reaction. So think about the improvement of the yield and also the speed of the reaction. On the microwave-assisted reaction, you think about a faster reaction. Instead of overnight reaction, you can have minutes, 30 minutes, 1 hour reaction. So you'll be more efficient in the time and saving solvents.
And then we have an extractor as well. I was mentioning to you about the first step of the chromatographic separation, but before you do any chromatographic separation, you have to do an extraction. And we have an accelerated solvent system, which is automated from the sample injection to the bottle collection. And then we have drying capabilities, like the lyophilization. We call it freeze drying. We have a big one that can lyophilize bulky material. So think about all the sponges, tunicates. You come back from expedition, you have it frozen, loaded into the lyophilizer. Put it on the vacuum for sublimation effect to do the lyophilization. And after 1 week, you have your sample fully dry. And that's where you do the first step of the extraction. And of course, we have rotovap, smaller lyophilizer, concentrator. We have also general spectroscopy, FTIR, UV, that help you to characterize your pure molecule when you extract them or synthesize them. And then if you want to identify the stereochemistry of your molecule, because it's nice, you have your molecule pure. With NMR, you can analyze the 2D structure, but also you need to think about the three-dimensional structure. If you're lucky, you have X-ray. You have solid, you have crystal, you can do X-ray. If you don't have X-ray, use the circular dichroism. It can help you to have an idea of the structure of the molecule in 3D. And then also we have the microscale thermophoresis that can help in measuring the constant of dissociation, molecular interaction, binding affinities. And then we have an automated workstation that can help you to set up a high throughput screening if you know your assay manually. But on this system, what we have a permeability screening this is a pharmacokinetic assay that can help you to predict if your pure compound can be a good drug candidate if it can cross the blood-brain barrier, the gastrointestinal tract, or even the skin. And then I will show you some example of projects. So think about the core facilities that analyze small organic molecules. So I have a group that wanted to know if they have potential toxic compound in their electric e-oil cigarettes. And they were noticing with mice that they were noticing like arrhythmia in the mice. And they wanted to know if there is a particular molecule that creates this. So they contacted the core facility and using the GCMS, because it's about vaping, it's about electronic oil, and the GCMS was fully compatible with this kind of technology. And we could see the different profile of the electronic oil that they were using, and we could detect some compounds that were not mentioned into the certificate of analysis of the company. Then we have also biochemists that do peptide synthesis, and they want to know if their compound can cross potential biological barriers. Some groups, they have mice study, some they don't, and some love to combine the pharmacokinetics, the ADME screening, and the mouse study. And that's an example with this group from USF. So they have a polypeptide, and they wanted to compare different drugs they have available and which one will show better results in the permeability in blood-brain barrier and gastrointestinal tract using the permeability assays that we have available. And then I have a story I have to tell you about a group that I met a long time ago. Some professor from the Dominican Republic came to the lab because he saw us on Facebook. At the time, we had Facebook. So he came to the lab and was like this, "Oh, we saw you on Facebook. I have this extract from a plant from the Dominican Republic. I just have open column. I don't have MPLC, I don't have HPLC. And I saw that your lab had those kind of instruments. So they were asking me if I could help doing the fractionation process for them. And I had at the time an intern for 3 months. And I decided to have a good use of this intern. I said, all right, so we have some extract from the Dominican Republic, so try to find some new compound from it. So it was a student from the École Normale Supérieure de Chimie de Clermont-Ferrand. And she spent 3 months as an internship in the Baker Lab and in the core facility. And she was working non-stop on the MPLC, HPLC. Of course, she got all our training. And after 6 months, after 3 months of her internship, she got pure compounds, and after the 6 months of study,
we managed to find 6 new compounds. And the customer was very pleased. And the good thing about this kind of customers or user, we were doing the separation, we were sending him the data, and he was analyzing the data in order to speed up the process. We would like to help everybody to go fast, but the thing is, we need to make sure you know what the core facility is all about. It's a self-service core facility for most of the users. We train you, we have those instruments available, so you can use it and do the analysis yourself. And of course, we'll be here to guide you, to make sure you use the instrument properly, and you do the analysis right. With a project like Dr. Alex CRAWFORD was showing about some compounds that has been tested on zebrafish. Then we have the last slides that I want to show you. It's about your quest in the world of drug discovery. So Martinique is an island that is among the hotspots of the marine biodiversity. And with all the corals, the sponges, the tunicates that you have available, and think also about the mangroves, the microorganism world that is embedded in this world, you will be able to have, maybe, we're talking about the traditional medicine from the plants, maybe you will have one day the traditional medicine from a marine organism, maybe. And like Dr. Romain Ferrier was mentioning all the time when I was seeing him, Martinique is among the hotspots of marine biodiversity. So we have to keep hammering this word all the time, so at least you will be aware about it. So first you have to learn to know your marine biodiversity. You have to know how to preserve it, and then know your organism and work on them in order to give them some value. And maybe you will have probably a drug in the future from Martinique coming from the Caribbean Sea, maybe from the south of Martinique. We never know, but you have to work on it, either with collaboration, using core facility, or create your own infrastructure in order to help all your research group to make it happen. So that's how the core facility has been designed. So I just show you an example of what we can do and what we have done and how we organized. And I hope that will help Martinique to move forward with this kind of presentation. So thank you for having me. And merci beaucoup, monsieur le docteur Laurent CALCUL. Je ne prends pas le risque de remercier en anglais, donc j'invite tous nos orateurs anglophones à reprendre l'oreillette pour continuer à discuter. J'ai beaucoup apprécié la dernière présentation qui nous a rappelé en fait les outils et les moyens disponibles. Ça, c'est vraiment important parce que d'entrée de jeu dans cette session, on a parlé de toucher tout le monde. Et c'est vrai que bien comprendre comment on y arrive, c'est important. Alors, la session des questions ouverte. Une question là-haut. Bel bonjour tout le monde. Bonjour, hello everyone. I'm Mosiah from Martinique. First of all, I will give my best to speak a little bit of English because I can practice a little bit. Didn't practice that much, but I will do my best. First of all, thank you for to have you today with us. All of the presentations were very interesting. So thank you for this. Thank you for ARÉBio to create that opportunity, especially for me as a local, because I didn't hear about that organization before this year. Je vais parler un petit peu français aussi, évidemment. Je vais pas faire le mec trop chaud. Hein. C'est moins fatigant. Non, mais je voudrais m'adresser à Madame Green, Mrs. Green. Je suis vraiment fier de vous voir aujourd'hui, que moi aussi je me sens caribéen.
pleinement caribéen. Et c'est très bien de vous avoir. Donc, merci pour votre présentation à nouveau. Pas tant une question que j'aimerais vous poser, mais surtout faire une remarque. Il est important qu'on crée des ponts et des connexions entre nos îles. Je tiens à le préciser, à le redire. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je suis un amoureux de la nature et de l'océan. Je travaille en tant que gardien de réserve marine, pardon. Et j'ai créé une association, which is an NGO, called Caribbean Sea Soldier. Donc moi, j'ai besoin en fait j'ai comme objectif du coup avec cette association de créer ce trait d'union dont vous parlez en fait avec la population locale, que je trouve qui manque vraiment cruellement sur nos territoires. J'ai beaucoup vécu en France et ailleurs, et en rentrant dans mon pays, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait. Moi, je plonge depuis longtemps, depuis 2005. J'ai un ancien de mes moniteurs là qui m'a formé, qui a parlé tout à l'heure. Je sais que c'est compliqué. Vous avez parlé de la peur des locaux, de l'environnement maritime, de la mer, etc. Donc, je vais m'évertuer en fait à leur donner envie. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je suis moniteur de plongée aussi. Je suis encadrant niveau 1. Et donc, un des objectifs de notre association, c'est justement de permettre la sensibilisation au milieu marin et de leur permettre aussi d'explorer ce milieu marin. Faire ce pont justement entre les scientifiques, tous vos travaux là que vous menez, et notamment vous à la Jamaïque. En tant que Caribéen, je pense qu'il faut, on ne peut pas parler de l'environnement sans parler de la culture et des personnes. Voilà, ça c'est important aussi de le remettre dans le contexte. Et c'est pourquoi c'est un objectif vraiment majeur de pouvoir discuter avec vous un peu plus tard, peut-être cet après-midi ou demain matin si vous êtes là, donc de récupérer vos coordonnées pour qu'on puisse échanger. Voilà, c'était vraiment important de le dire. Ensuite, j'ai pris des petites notes, excusez-moi. On n'a pas beaucoup de temps. Hein. Oui, ça marche. Possibilité de parler oui. en one-on-one, ça c'est sûr. Oui, pas de problème, c'est pour ça. Non, mais c'était important de... Oui, et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour rappeler que vous participez. Vous avez proposé des activités. Tout à fait. Demain après-midi. On peut s'inscrire en ligne. Et il me semble... Il y a des places qui se sont libérées d'ailleurs. Ah, des places se sont libérées. Voilà. Vérifiez, n'hésitez pas. Il reste 5 places. Voilà. Et ensuite, Laurent, docteur Calcul, pardon. J'aimerais te dire que justement dans cette même thématique là, en fait, de créer du lien entre les associations locales et des laboratoires comme le tien, qu'aujourd'hui j'ai des étudiants là qui ont rejoint l'ASSO et qui galèrent à trouver des structures d'accueil, mais certains abandonnent, ils passent à autre chose. Donc je trouve ça terrible. Moi j'ai la chance d'évoluer dans un autre milieu, etc. Mais de voir des étudiants qui avancent et qui finalement ne trouvent pas de structure d'accueil, je trouve ça même grave. Donc j'ose espérer que toi aussi, on pourra discuter très sérieusement et de mettre en place un partenariat éventuellement avec mon association. Et puis voilà, fier de ce que tu as accompli depuis toutes ces années. Et voilà. Merci aussi à Léa, du coup. Je me permets, docteur PIACENTINI, c'est ça? Ah pardon, je termine. En bonne voie. Non, simplement un dernier petit mot sur la Corse. C'est vrai qu'on est des insulaires tous. Enfin, voilà, vous avez compris. Et j'ai connu la Corse, hein, c'est une très belle île. Et c'est également aussi un message que je vous adresse. Créer ce pont entre insulaires, je trouve que c'est important. Il y a beaucoup de similitudes, j'imagine. Pas forcément culturelles, mais en tout cas d'un point de vue sociétal, j'ai envie de dire. Donc voilà, je serais très honoré également de discuter avec vous. Voilà, merci. Merci beaucoup pour l'intervention, les commentaires et les remarques. Merci pour l'invitation à collaboration. Je crois que l'association a aussi ça à cœur. C'est bien entendu. Bonjour, alors je suis C.G. Young. Bon, je viens à titre personnel aujourd'hui. J'ai une question pour Madame PIACENTINI. J'aimerais savoir, au niveau de votre conduite d'élevage sur les oursins, vous avez quoi comme pourcentage de mortalité entre le début et le moment où vous faites le lâcher en mer? Pourcentage de mortalité globale. Et puis, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez sélectionné comme justement phytoplancton en fonction des différents stades larvaires.
Vous m'entendez? Allô? Oui. Alors, au niveau mortalité, donc on a longtemps travaillé sur l'oursin. En fait, c'est une espèce qu'on étudie depuis le début de la plateforme, donc depuis 2010-2011. Pardon. Et c'est vrai qu'on a vraiment amélioré énormément la technique d'élevage. Donc, on a réduit au maximum la mortalité. Mais la mortalité en élevage larvaire, c'est quelque chose qui reste toujours très important. Moi, je ne m'occupe pas de cette partie-là. Et malheureusement, les gens qui s'en occupent ne sont pas là aujourd'hui. Mais je saurais dire qu'on doit avoir entre 50 et 70% de larves qui réussissent à atteindre le stade juvénile par la suite. D'accord. D'accord. Et vous êtes exclusivement sur de l'alimentation vivante ou vous êtes aussi sur de l'alimentation inerte au stade larvaire? Au stade larvaire, on est sur de l'alimentation vivante. Okay. Je ne pourrais pas vous dire les souches. Oui, je suppose. Mais c'est de l'alimentation phytoplancton vivant. Ok, merci. Je ne vous embête pas plus. Merci. Après, on aura une question par ici, à gauche. Allez-y. Je remercie les représentants de cette salle sur le plan scientifique et du développement de notre biodiversité. Mais je veux signaler aussi que si vous êtes dans cette salle de l'amphithéâtre Amélie Plongeur, c'est ici que s'est constituée l'association avec les professeurs de cette époque. Elles ont formé une association de géologie et botanique qui s'est implantée au parc floral de Fort-de-France et qui a été après, qui a évolué, qui a reçu des élèves et qui a développé la géologie et la botanique. Et ensuite, vous avez Monsieur Métairie sur Saint-Pierre, qui a développé toute la partie épave. Donc, nous ne sommes pas restés sans les bras croisés. Nous, ici, dans ce lycée de Bellevue, il y a des professeurs qui se sont liés pour faire avancer la biodiversité en la personne de Monsieur Jean-Pierre Fiat, qui a été un professeur de philosophie et qui est docteur en botanique et qui a un savoir énorme sur notre île. Et nous avons aussi Madeleine de Grandmaison, qu'il ne faut pas mettre de côté. Il faut aussi savoir que pendant 32 ans, nous n'avons pas été reconnus sous le plan botanique par la France. Il n'y a que 4 ans maintenant que nous sommes conservatoire botanique. Ce conservatoire a dû être déplacé du parc, mis au parc Camille d'Arcières, mais maintenant il est entreposé définitivement à peu près à Debriand. C'est un conservatoire que je vous invite à visiter parce vous avez un laboratoire, vous avez une enceinte de conservation des plantes endémiques de la Martinique. Je tiens à signaler ça parce que il ne faut pas croire que on n'a pas des possibilités de recherche. J'ai même découvert un petit livre sur le jardin des plantes de Saint-Pierre avec toutes les plantes endémiques ou les plantes qu'on a développées. Il faut aussi savoir que 80% de l'existence, même si je passe un petit peu à côté, 80% de l'existence des plantes que nous avons ici ne sont pas nos plantes, les plantes de chez nous. L'endémique est préservé par le front de la montagne pelée et les 7 pitons, si on veut vraiment travailler. Et c'est pour ça qu'on a lancé le mot d'ordre
jusqu'à l'UNESCO de la conservation du nord de la Martinique. Merci beaucoup. Merci encore pour ces remarques et ce recadrage historique, c'est important, hein, et rappeler également, au travers le propos, la biodiversité. Par ici aussi, il y avait une question. Gardez-la au chaud, hein. Vous la gardez au chaud. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup pour les présentations. Béatrix Melvin du Parc naturel régional de Martinique. J'aurais une question pour Madame Chauntelle Green-Perkins. So, two questions. Do you have what's diversity of protection tools do you have for conservation in Jamaica? And the second question on Acropara iron reef structures. Are you growing coral on it, or are you just letting them colonize it? All right, I will take the second one first. We are growing Acropora cervicornis on the steel structures. So what we're doing, imagine this is a parent colony, a natural colony in the wild. We will take 5 centimeter pieces from that natural colony and transplant it onto the iron reef. We use cable ties, regular zip ties that you can get at the hardware store. And then the idea is to see if those steel structures can support the growth and survivorship of that 5 centimeter fragment. So we'll go out monthly for a year, see if it's dead or alive. We take additional notes on if snails are eating it, fireworms are eating it, if it's paling, that kind of stuff. And then every 3 months, we go out with a ruler and measure the branches, the length of the different branches. So at the end of the year, we can say, okay, this piece started as 5 centimeters, it now grew 70 centimeters, or it fragmented, or a snail ate it and it didn't survive. So the main aim is to find out if those reef structures can support the growth of Acropora cervicornis. We also have another phase where we have a modified version of that steel structure that we don't plant anything on it and see if corals will naturally grow on it. So that was a picture where I had shown of like lettuce coral and the brain corals growing on it. So it's a multi-phased project basically, just to see if it can help in coral reef rehabilitation. The first question you mentioned is how much marine protected space you said? Yeah, what the diversity and the efficiency of your legal protection? So marine reserve or? Okay. I don't know. I don't remember off the top of my head how many marine protected areas we have. I think we have at least one in almost every parish. So we have 14 parishes, we have at least one in each. Different institutions manage those protected areas. From what I understand, the government tries to make the community in charge of those protected areas in an effort to increase the buy-in and the what would you say, the monitoring of those areas. So you have fishers being the fishing wardens. One of the sites is managed by an NGO and a trust, and they have seen where their biomass, the size of their fish, have increased exponentially. So the fishermen are not allowed to fish in the marine protected areas, but you'll usually see them dropping their fish pots just on the outside of the boundaries. And the fishermen are reporting that they're catching bigger fish in those areas because they're getting the spillover effect. They're not allowed to fish in the marine protected areas, so the fish are fine, but once they move out, then they're free to be taken by the fishermen, and they've recorded that the size and the numbers of the fish in those areas have increased. There are some other issues in terms of, enforcement and management, which goes into provision of resources to those community-based organizations. But that is a problem that we see in other countries as well. Thank you. You're welcome. Thank you too. Really interesting. Just one thing again. So under artificial reef, what the size of the project in? Are you doing it in a large area or just?
So right now it is a pilot phase. That part of the project is over 200 meters squared, so relatively small. We have two 10 by 10 meter plots. So in one plot we have all what we call the apical ends, the ends of the acropora with the tips on them. So that's in one plot, and then in the second plot we have the mid branches. So after we cut away this tip up here, we go for the piece just below it, and that's in another plot as well. So 200 meters squared. Okay, thank you. Ok, merci. Merci pour votre intervention, Madame Green. Et, I was a chief manager on coral protection of Acropora cervicornis and Acropora palmata in St. Louis, which with La Sommer and Ode. And I want to know if you have made a work of science communication on industries, because we have a big problem of sanitation in Martinique, and despite the warming of seas, we have this problem of watershed, which have an impact on coral reefs. So if the university itself has science communication with the industries, yes, we do. A lot of the academics at the university are on different government boards. So we are in a position to advise on the status of our marine environment and to make recommendations and inform policies. Unfortunately, we can only take it so far in some scenarios where we can advise and say, hey, we recommend that you do this, but it doesn't necessarily mean that the government or the industry player will take your advice. But it's better to have that voice in your ear than to have no platform to say at all. So we do that. We also partner. So one of the projects that I mentioned where we engage the community members, one of the partners on that is the Grace Kennedy Foundation. So Grace Kennedy is a very large company in Jamaica and in the Caribbean as well. They produce a lot of our tin foods, like tin fish and sausages and stuff like that. So they contribute significantly to our manufacturing industry. And what we're trying to do now, as well as the environmental agency in Jamaica, is to target companies like Grace Kennedy because they have the funds that can help to solve some of our problems. So we will go with them, and a lot of them are interested in meeting their own agendas in terms of, assisting with the environment. So they particularly came on with our project. We told them, if you adopt this gully that we're having a problem with the garbage outflow, then that would significantly help the rest of the Kingston Harbor. So we're trying tactics like that. Of course, it's trial and error. And what you may say to one organization is different for another organization, depending on their deliverables. So we have to have an idea of who we're meeting with first and what is it that we specifically are asking of them to do. But yes, we do it at different levels. Thank you. Alors nous allons prendre une dernière question qui a été bien maintenue au fond, et ce sera la dernière avant la pause justement. Je suis Corentin Auchard, je suis docteur en microbiologie marine et j'ai une question pour Madame Green Parkins. En fait, au vu des conséquences qui peuvent être délétères sur la variabilité, la diversité génétique des coraux, est-ce que vous avez d'autres plans de restauration des coraux que par fragmentation? Par exemple, je sais que dans le Pacifique, on fait de la capture, par exemple, de larves ou de spermes, œufs de coraux pour ensuite les élever en pleine mer, mais de manière protégée, pour après recoloniser en fait les récifs avec des coraux qui, du coup, ont une variabilité génétique très différente. Okay. Our project specifically doesn't do genetic diversity in terms of capturing the larvae.
That will involve in situ, which unfortunately at my laboratory we don't have the resources to facilitate in situ spawning for corals. There is another lab in Jamaica. It's not operated by the UE, called the Alligator Head Marine Lab, which is on the eastern side of Jamaica. They have a small nursery setup where they're able to do night dives and go out and collect the larvae when the corals are spawning. But specifically for us, we don't have the resources to do it. So what we do for our project is we try and space out where we get our parent colonies from to increase the likelihood that they are genetically diverse. So we try to split it up by at least 100 meters. So we're not going to go to this coral and then go to this coral right here, because chances are they are related. So we'll probably do one in here and one in the room across, you know, the hallway and so on. And then also look at the growth forms to increase. That's as far as we can take it in terms of genetic diversity. Thank you. Thank you. Merci encore à tous nos orateurs pour ces excellentes présentations. Merci à vous pour les échanges et pour les questions. C'est l'heure maintenant de la pause déjeuner. On se retrouve à 14h, à 13h30. On se retrouve ici à 13h30 avec les 10 minutes locales, d'accord? Et j'invite toutes les personnes qui sont inscrites au déjeuner à patienter dans le hall. Et à toutes les autres, je souhaite un bon appétit et à tout à l'heure.